J'ai eu le cafard en Thaïlande la première fois, 3 semaines, une boule dans le ventre. Et tu t'entraînes 2 fois par jour. Mais là, les Thaïs, ils rigolaient pas. Ils étaient là pour te faire mal. Ils étaient là pour nous casser. Tu me tapes, je te tape. C'était la rue, nous. Les Thaïs qui entraînent les Européens, ils ont un truc. Ils en parlent pas parce qu'ils l'ont pas vécu. Moi, je l'ai vécu. Ils me disent non, on n'est pas dedans. On est grave dedans. C'était des Yakuza. Tu rentres pas comme ça, c'est chez eux. Et là, t'as un Yakuza qui me tape dans l'épaule. Hey, lève-toi. Au Japon, et souvent, c'était les Yakuza pas qui me recevaient, mais qui organisaient. On était chez Yakuza. Je dis, regarde-moi, et le mec, il n'a pas voulu me regarder. Johnny Depp, je dis, mec, il a baissé la tête. Et ils lui ont dit que j'étais champion du monde. Tout le monde me dit, hey, Jaïd, il y a Johnny Depp, s'il te plaît, calme le jeu. Non, j'ai pas eu peur parce que je sentais pas le danger, parce que j'étais un champion. Et il vient me voir après mon combat où j'ai gagné mon premier championnat de France. En 1984, je faisais de la boxe depuis 1 an. Et il vient voir mon manager, il dit, je voudrais le faire boxer. Qu'il vienne en Thaïlande, parce que j'avais un style déjà thaïlandais. Et quand tu passes par des moments très durs dans ta vie, tu te dis, il n'y a plus de combattants. Parfois, tu te dis, t'es seul au monde. Moi, j'ai fait des combats violents. J'ai combatté les Thaïs de haut niveau. Un choc. Guillaume Canet. Et on était potes, il adore la boxe. C'est pas le mec le plus cool que j'ai rencontré, en tout cas dans le cinéma, quoi. Parce que les Thaïs sont très fiers. Ils m'ont emmené boxer partout, au Japon, partout. J'ai boxé partout. Jamais je me serais mis avec une Thaï. Sabri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je rencontre Jaïd. Avant de démarrer cette vidéo, si la Thaïlande t'intéresse et que tu souhaites t'installer en Thaïlande, sache que j'ai mon guide sur l'expatriation en Thaïlande, plein d'informations sur les visas, sur les opportunités d'emploi, les logements, plein d'informations. Je vous mets le lien dans la description, vous pouvez télécharger gratuitement, il est offert. Bonjour Jaïd. Bonjour Sabri, ça fait un bon petit moment. Ça me fait super plaisir, ça me fait plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Vraiment. Surtout que j'entends pas mal de choses sur toi, en bien évidemment. Ah, j'espère. Voilà, parce que tu as une autorité dans le Muay Thai. Et ma première question, ça va être, depuis combien de temps tu connais la Thaïlande? Wow. Bah, déjà, j'ai commencé la boxe thaïlandaise, comme j'ai fait différents sports, tu comprendras par la suite. J'ai commencé en 1983 à la boxe thaï. Ok. Parce que on n'appelait pas Muay Thai. Hein. Maintenant, c'est à la mode de dire Muay Thai. Ouais. Mais jamais on disait ce mot. On disait boxe thaïlandaise. Ouais. Ou Thai boxe. Attends, mais la première fois que tu es venu en Thaïlande, c'était pour la boxe? Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'était même pas dans un cadre touristique? Non, 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 non. J'ai fait le tourisme bien plus tard. Mais moi, la toute première fois, je crois que c'est en 1987-88. Et c'était par rapport à un combat que j'avais fait en France pour un championnat de France que j'avais fait. Et il y a un manager, un grand manager qui était à Paris. Il avait ramené des boxeurs comme Atapong, Samsung, que ceux qui connaissent la boxe thaïlandaise vont s'y retrouver. Et il vient me voir après mon combat où j'ai gagné mon premier championnat de France en 1984. Je faisais de la boxe depuis 1 an déjà. Et il me propose à Roger Pachy, qui était mon manager. Roger Pachy qui avait fait Docteur Justice, je sais pas si tu te rappelles. Non. À l'époque. Ouais, j'étais pas né. Bon, ok. Et il vient me voir, mon manager, il dit, je voudrais bien qu'il vienne, en 84 déjà, qu'il vienne en Thaïlande, je voudrais le faire boxer. Parce que j'avais un style déjà thaïlandais. Donc en fait, toi, ton rapport avec la Thaïlande, c'est c'est le Muay. C'est le Muay Thai. Ah, Muay Thai. Pur et dur. Donc c'était pas du tout, j'ai envie de découvrir la cuisine ou la culture. Déjà, je mange pas piquant. Moi, je mange pas. Moi, quand tu vas manger, même à Paris, tu vas manger chez les Thaïs, tu dis un peu pas piquant, c'est toujours piquant. Ouais. Ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a rien à voir. Alors, peut-être, tu peux me donner ta première impression quand tu es venu la première fois en Thaïlande. Est-ce que tu t'en rappelles toujours? Ben oui, parce que moi, la toute première fois, fallait avoir de l'argent. C'est pas tout le monde qui prenait l'avion dans les années 80 pour venir en Thaïlande. Ça coûtait très cher. Ah d'accord, ok. C'était pas accessible là. Ok. Non, c'était pas. Aujourd'hui, c'est la fête. Non, non. Ouais. Avant, c'était très compliqué parce que la plupart des gens qui venaient en Thaïlande, ils prenaient ça s'appelait une compagnie qui s'appelait Nouvelle Frontière. Ok. Et qui s'arrêtait, qui faisait le tour du monde avant d'arriver en Thaïlande. Qui s'arrêtait où ça? En Inde, en Turkménistan. Dans des endroits improbables. Et moi, j'ai dit, c'est un jour. Je pars en Thaïlande, c'est un jour je pars, je mettrai l'argent qu'il faut parce que je boxais, je gagnais quand même de l'argent, et je prendrai la compagnie, une très bonne compagnie, Thai Airways. Ok. Ah, c'était ça. Ok. Et déjà à l'époque, c'était quand même, on faisait Paris, on s'arrêtait en Scandinavie, je crois que c'est au Danemark ou je sais plus, et il y avait quand même 14-15 heures de vol.
Ouais. Fallait les faire. Hein. Ouais. Et Mais marqué- on t'a pas payé, en fait, parce que t'es venu peut-être avec Ah une non. fédération combattre, Non, non? non, 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 Mais- non. On te fait combattre et on te dit tu viens par tes propres moyens. Par tes propres moyens. Et même aujourd'hui, hein, je sais que j'entends des jeunes passionnés, parce qu'aujourd'hui, le Muay Thai, c'est devenu international. Et il y a beaucoup pour les amateurs. Je trouve ça super que nous, on n'avait pas connu. Ouais. Et tu les vois des fois venir, les pauvres. Je parle des amateurs. Hein. Ouais. À 10-15 d'un club de province ou de Paris, de banlieue. Et les pauvres, moi, je sais. Et ils mettent de leur argent. Et des fois, souvent, c'est les profs, les entraîneurs qui mettent l'argent pour les marmots. D'accord. Tu vois, ils mettent l'argent. Ils payent leur billet, ils partent des fois 15 jours, il y en a qui partent un mois, et ça arrange. Et Ça, incroyable. c'est le prix de la passion aussi. Tu vois, t'as Ouais. des gens tellement passionnés que tu te comptes plus et les frais deviennent une évidence, en fait. De toute manière, dans la vie, c'est simple. Ouais. Si tout ce que tu fais, comme ce que tu fais, tu le fais bien, il faut être passionné, il faut le faire bien. Mais c'est pas tout le monde qui est passionné. Ouais. Et quand tu fais quelque chose, si tu n'es pas passionné, faut pas le faire. Ouais. C'est pas possible. Alors, quelle a été ta première impression lorsque tu as posé ton pied en terre? Un choc. Un choc. Un choc. Pourquoi? J'arrive à l'aéroport, il faisait hyper frais. Ben oui, il y avait l'air conditionné, j'avais pas l'habitude. Ouais. En France, ça n'a pas l'air Ouais, conditionné c'est vrai, dans c'est les vrai. magasins. Ouais, c'est vrai, ça. Parce que toi, tu es en Asie depuis longtemps, mais il n'y avait pas ça. Ouais. Il n'y avait pas ça. Et tu arrives hyper frais, et waouh. Tu dis, mais attends, laisse ton blouson. Et quand tu sors de l'aéroport, Ouais. et là, c'est une claque. Une tarte. La chaleur qui te prend, et tu refais marche arrière, tu dis hop, 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 hop. Tu reviens, tu dis Ouais. oh, où je suis. Là, ça, c'est Ouais. le premier choc. Ouais. Parce que beaucoup de gens ont oublié, mais c'est le premier choc. Le frais, comme t'as senti, et après la chaleur. Ouais. Et j'étais parti en plus à une période de la mousson. C'était l'été. Et j'avais pris un billet fermé pendant 1 mois et demi, j'ai regretté. Ouais. 1 mois et demi, et tu pouvais pas changer la date. Et moi, je te dis franchement, au bout de 10 jours, je vais rentrer. Ah ouais? Ah oui, ah ouais. Ah oui? Au bout de 10 jours. Première impression, t'as Ah pas ouais, aimé la Thaïlande? Non, c'est pas que j'ai pas aimé. Je parlais pas anglais, je parlais pas thaï. La bouffe, c'était piquant, moi je peux pas. Il y avait très peu d'Européens à l'époque. Très peu d'Européens, c'est pas comme maintenant. Ah oui? Ah non. À Bangkok? Mais partout, en Asie. Ok. Les gens voyageaient pas autant. Ouais. Tu te rends pas compte le génie de notre époque. C'est que maintenant, tu Ouais. peux voyager pour rien du tout. Aujourd'hui, tu as des billets d'avion pour aller-retour pour 400 € pour Ouais. Bangkok. Après les charters, mais pour rien du tout, tu peux voyager. Ouais. Mais mon deuxième choc, c'était la chaleur. Après, la deuxième, c'est la bouffe. Très, très bon. Ouais. Quand tu mangeais que la même chose. Attends, mais tu voulais rentrer parce que tu te sentais un peu... J'avais le cafard. Moi, j'ai eu le cafard en Thaïlande la première fois. C'est la première fois que je le dis. Ouais. T'assumes, hein? Ouais. T'es très fort. Je l'ai jamais dit. J'ai eu le cafard pendant 3 semaines. 3 semaines, une boule dans le ventre. Une boule dans le ventre, et j'étais dans un camp. C'est pas genre, j'arrivais, on va à Phuket, on va voir la mer, non. Ah, c'est dans d'accord. un camp, Ouais. et tu t'entraînes 2 fois par jour. Ouais. 2 footings par jour. Tu cours le matin, Ouais. après tu vas t'entraîner. Les Thaïs, au départ, ils te faisaient pas de cadeaux. Hein. Ouais. Ah, ils étaient pas là pour faire de cadeaux. Parce que eux, c'était leur vie. Alors- Je l'ai appris après. Ils vivaient avec cet argent pour leurs parents. Et nous, Ah. on faisait ça un peu Oui, comme un hobby. donc tu payais le camp, ok. Mais ton premier jour en Thaïlande, en fait, c'était pas du tout une visite touristique. T'es tout de suite allé dans un camp. Ah, direct. Non, mais- Ah, direct. Il y a un vrai, il y a du changement avec ce qui se passe maintenant. Ah Quand ouais. t'arrives aujourd'hui, premier truc que tu fais, Les c'est gens un vont à la massage. plage. Ils Un vont à la massage. plage. Et toi, les gens. t'as fini dans un camp. Moi, j'ai même pas fini. J'ai démarré. Ouais, Je t'as suis démarré arrivé, dans un camp. Quoi. Mais j'étais avec un autre. On était à 3. Il y avait moi. Ouais, Il y avait Guillaume Kerner, très grand champion, ouais, qui est venu avec moi la première fois. Ouais. Et lui connaît déjà. J'ai la chance, c'est que j'ai été avec des gens qui connaissaient. hum, Je suis pas moi la personne qui vient découvrir. ouais. Je viens pas découvrir parce que j'ai quelqu'un qui T'es est mon venu, guide. t'es venu mon avec ami. des experts, en fait. C'est ça. Comment? T'étais avec des experts. Oui, des gens qui connaissaient déjà la Thaïlande, heureusement. Ok, ouais. Et Kerner, c'est quand même un des, pour moi, je pense que c'est un des mecs qui a vraiment côtoyé la Thaïlande incroyablement. Il D'accord. était, lui, il est venu à 15-16 ans. Ouais. Il restait dans des camps encore pire que moi. Ouais. Il est resté pendant 6, 7 mois, 8 mois et il combattait. Tu peux me décrire les conditions dans le camp dans lequel tu étais? Ah. C'est-à-dire réveil à quelle heure? Ah, déjà, tu te réveillais hyper tôt. Je crois que c'était 6 heures du matin. Ouais, Premièrement, 6 heures du matin,
footing. Moi, j'avais l'habitude de prendre mon petit café au lait. Mon petit bol de céréales. Ça, c'était pas la même. Ouais. Petit footing d'une heure. Après, tu venais la corde. Ouais. La corde. Pendant 20 minutes, une demi-heure. Ouais. Après, shadow. Shadow, c'est Ouais, un peu les tu tapes mouvements, dans le tu vois, ventre. t'es là, Ouais. pap, Ouais. pap. Attention, Jaïd, ma caméra. C'était ça. Jaïd, Jaïd. Non, je suis... Ah oui. Ouais. Ouais. Et bon, après, t'avais le corps à corps qui était très dur. Ouais. C'est vraiment incroyable. Après ça, il y a eu les combats, les petits combats, les sparring qu'on mettait. Mais Ok. là, les tailles, ils rigolaient pas. Alors c'était... Ah, ils rigolaient. Ils étaient là pour te faire mal. Ils n'étaient pas comme entre eux. Ils s'entraînaient, ils faisaient attention. Nous, quand on est venu en tant qu'Européens, Ouais. ils étaient là pour nous casser. Mais non, Je d'accord. te jure, aujourd'hui, ceux qui viennent, c'est les vacances. Hein. Ouais. C'est vraiment holiday Inn. Hein. C'est vraiment... Donc là, en fait, vous voyez comme des vrais challengers, ou est-ce que... Non. Ou est-ce que ils le prenaient comme un affront? Non, pas du tout. Ils disent, ces gens-là n'ont rien à voir chez nous. Alors, ils veulent connaître le Muay Thai? Pas de problème. Ben, on va leur montrer. Et comme nous, on était des bagarreurs, je dis, nous, ceux qui étaient avec moi, on n'était pas là pour faire de cadeaux. Tu me tapes, je te tape. Ah ouais. Et c'était la rue, nous. C'était D'accord. clair, on ne savait pas faire. Après, il fallait s'imposer. Tu sais, c'est comme tout. Ouais. Moi, c'était avec la boxe, avec le Muay Thai, Ouais. mais c'est comme tout. Mais je veux dire, on t'a pas manqué de respect, si? C'est pas une histoire de respect, c'est-à-dire que toi, tu viens dans un terrain qui n'est pas conquis. Ouais. Ok, t'es dans un terrain, il n'est pas conquis. Ils ne te connaissent pas. C'est la première fois qu'ils voient des Européens, parce que les premiers boxeurs français, je parle, hein, Ouais. qui ont boxé en Thaïlande, Yeah, c'est des mecs comme Quentin Messi. Un mec qui s'appelle Quentin Messi. C'est les premiers. C'est au début des années 82, 83 peut-être. Et nous, on est la deuxième génération. Quand je dis nous, moi, Fabrice Alouche, on est les deuxième génération à boxer en Thaïlande. Mais il n'y avait pas d'Européens. D'accord. T'étais une attraction. Les Thaïs, ils vous voyaient, ils venaient te regarder, ils touchaient. Mais tu étais dans quel état d'esprit, toi? Est-ce que t'avais peur un petit peu ou Oh, non. Mais Peur t'arrives de quoi? dans... Par rapport au combat ou par rapport à la Non, mais Thaïlande? peur, tu sais, t'arrives sur un terrain qui n'est pas conquis, comme t'as dit. T'arrives Ouais. dans un terrain où ils ont pas l'habitude de voir des étrangers. T'as peut-être peur qu'on te manque de respect ou autre. Non, c'est pas la peur, c'est que déjà moi j'avais une boule dans le ventre parce que je voulais rentrer chez moi. À peine arrivé, je parlais pas, comme je te dis, je parlais pas la langue. La nourriture était différente, du riz tous les jours, tu sais. Quand tu manges du riz tous les jours, au bout d'un moment, tu te dis, tu sais que pendant 1 mois et demi, j'ai mangé que du kao pad thai parce que c'était. C'est bon. Oui, mais c'était le seul plat qui était pas piquant. Ah, d'accord, ok. Et que je disais, que je connaissais. Parce que les autres plats, je savais pas. Ça disait rien Peut-être du qu'il y avait tout. du porc, peut-être qu'il y avait je savais pas. Et là, ils allaient pas faire un truc spécial européen. Aujourd'hui, je pense que les gens qui y vont, il y a des trucs spéciaux pour les Européens. C'est géré, quoi. Moi, Kao pad thai. j'ai kao pad thai tous les jours. Tous les jours, ok. Toujours. Alors, Et en moi- plus, manger du riz, quand même, tu te verrais, toi, manger du riz tous les jours pendant 1 mois et demi? Que du riz. Ouais, non, c'est Que compliqué. du Moi, riz. j'aime bien varier. Je te mens bah pas, oui. j'aime bien varier, Ah oui. etc. Mais moi, ce qui m'intéresse de savoir, est-ce que tu dormais bien? Ah ouais? Est-ce que tu avais une boule au ventre? Tu dis que tu avais le cafard? Une boule au ventre, mais quand j'étais avec mes potes, quand j'étais avec mon pote Morad Hayat, qui était venu avec moi pour la première fois, et Guillaume Carner, non, j'étais avec eux. C'est arrivé le soir, Ouais. que tu te retrouves dans le lit, j'arrivais à dormir. Mais avant, c'est le soir où tu commençais à psychoter, ici et ça. Comment je vais faire pour rentrer? Est-ce que j'ai bien fait de venir? Je pensais même pas au combat. Ouais. Et un jour, ce qui est marrant que tu me demandes si je dormais bien. Un jour, je me réveille, j'avais fait un rêve, et je vais voir mon pote Morad, et je lui dis, écoute, j'ai fait un rêve, j'ai rêvé de la mer. Il me dit quoi? J'ai dit, j'ai rêvé de la mer. Il dit, ouais, mais... La mer. La mer non, Noire. la mer, pas la maman. Et il me dit, oui, mais tout va bien dans ta tête? Je lui dis, ouais, non, je vais te dire pourquoi. J'arrête de m'entraîner. Il me dit quoi? Mais tu boxes dans 3 semaines. Je lui dis, j'arrête de m'entraîner. Ouais. Il me dit, mais tu te rends compte, on est en Thaïlande, ils ont déjà tout préparé. Je lui dis, oui, je te dis, je veux voir la mer. Il me dit, mais la mer, elle est loin. Il faut prendre un avion. Et pour aller à Phuket, ou je sais plus, les îles où, non, mais c'est où les gens allaient. Ouais. Phuket, Koh Samui. Ouais. Il me dit, mais ça a 1 heure de vol, faut aller à l'aéroport. Je dis, mais il n'y a pas
Il n'y a pas la mer dans la ville. Moi, je connaissais pas. T'étais où? T'étais à Bangkok? À Bangkok. Moi, en dehors de Bangkok. Tu vas à Pattaya? Et justement, lui connaissait. Il m'a dit, il y a un endroit, ça a 2 heures de... Avant, c'était les bus et tout, 2 heures, 3 heures. Il me dit 2-3 heures de Bangkok, ça s'appelle Pattaya, c'est la Riviera. Ouais. J'ai dit, mais écoute, on part tout de suite. Et on est parti. Et dès que je suis arrivé avec le bus et je vois la mer, d'abord les montagnes quand tu arrives. Ouais. Tu as vu quand tu arrives sur Pattaya, d'abord tu vois les montagnes, la verdure. Et après je vois la mer. Tout est parti. Et j'ai fait 1 mois et demi. J'ai profité de la mer. On est resté pas longtemps. Hein. Ouais. On rappelle 3, 4 jours, 5 jours. Après, on est retourné. Je faisais toujours mes footings. Moi, j'adore le footing. Après, on est retourné. C'était intense. Ouais, L'État, il était dégoûté. Hein. Pourquoi T'as pas droit de partir en plein combat. Ils ont failli annuler. En plein camp, tu veux dire? En plein, excuse-moi, en plein entraînement. Jamais tu fais ça. Ah, c'est un manque de respect, ok. Mais c'est même pas une histoire de manquer de respect. Eux, ils t'ont mis là. Tu crois qu'ils nous ont mis là comme ça? C'était le Raja Damnon, hein. Je boxe en 87-88. Au Raja Damnon, c'est pas comme aujourd'hui. Alors, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le Raja Damnon. Ouais, dis-moi, est-ce que tu peux préciser? Ben, il y a deux gros stades. Moi, je vous parle des 2 gros stades qu'il y avait et qu'il y a. C'est pas des stades de foot, hein. Oui, stade de boxing, ouais. Voilà, stade de boxing ultra réputé. Oui, il y en a 2. Il y en avait, à l'époque, déjà, il y avait 2 stadiums. Le Raja Damnon, qui existe encore, qui est incroyable, qui est le stadium de la police, le stade de boxe de la police, et tu as le deuxième stadium, le deuxième stade de Lumpini, qui est le stade de l'armée. Et chacun ont leur stade. Et quand les champions avaient une ceinture de champion du Raja Damnon, et les autres boxeurs qui avaient les ceintures du Lumpini, ils s'affrontaient. Non, ils ne s'affrontaient jamais. Pourquoi? Parce que c'était comme ça. Et quand ça arrivait de mélanger les 2 ceintures du Raja et du Lumpini, c'était des champions spéciales. C'était exceptionnel en fait. C'était... Attends, mais pourquoi ils n'ont pas le droit de combattre? Non, je sais pas qu'ils n'avaient pas le droit. C'est comme toi, tu es dans un club, le Racing Club de France. Ouais. Et il y a un autre club, je sais pas, le Racing Club de Mulhouse. Okay. Ben, ils ont leurs règles, chacun a leurs règles. Et c'est pas pour ça que tu vas aller t'entraîner, tu vas aller jouer. Non, chacun a son. Entendu. Après, j'ai jamais cherché à savoir le pourquoi du comment. Ok. Alors, hormis cet aspect, on y reviendra hein, au Muay Thai, mais hormis cet aspect, quelle a été ta relation personnelle avec les Thaïlandais? Super. Hors la boxe. Hors boxe, magnifique. J'ai rencontré des gens fiers, très fiers, parce que les Thaïs sont très fiers. Il y a des choses à ne pas faire. Faut le savoir. Comme quoi? Faut éviter quand tu as quelqu'un de plus âgé, mettre ta main sur l'épaule ou sur la main sur la tête, c'est hors de question. Ça, c'est très grave. Ou quand tu es assis dans un repas, et eux, ils sont fiers et polis, ils te le diront pas. Tu es assis, t'as les Thaïs qui sont en face de toi et tu tends le pied comme ça, tu croises tes pieds et tu as les pieds qui sont en face d'eux. Là, c'est horrible, c'est très très grave. Ouais. Parce que les Thaïlandais, pour eux, le pied s'appelle tin. Et la plus grosse insulte en thaïlandais, c'est Quentin, qui veut dire espèce de pied. Okay. Pour nous, c'est il m'a traité de pied. Waouh, non, en Thaïlande, tu joues pas avec ça. Quentin, c'est comme je peux dire un gros mot quoi. Tu peux le suggérer. Ouais, ok. Ou bien dire espèce de. Ouais, ok. Ou bien espèce de. Ouais, ok, on a. Bien... ok. Ça va. Mais donc. C'est chaud. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des malentendus, des embrouilles avec les Thaïlandais? Jamais. Non? Jamais. Peut-être sur des histoires d'argent, sur des combats, pas qu'ils allaient t'arnaquer parce que les Thaïs, si tu as décidé avec les gros promoteurs de boxer pour eux, pour ci, pour ça, ça se passe comme ça. Par exemple, j'ai une anecdote, et moi j'ai eu la chance de boxer au Raja Damnon et au Lumpini. Au Raja Damnon, le stade de la police, dans les années 80, 87, 88, et après, quand le manager est arrêté et s'est mis dans le foot, moi, dans le début des années 80, j'ai rencontré un grand organisateur comme Don King, qui s'appelle Songchai Ratanasuban, et qui m'a pris sous son aile, et il m'a emmené boxer partout, au Japon, j'ai boxé partout. T'as boxé au Japon aussi? J'ai boxé à Tokyo plusieurs fois. Ah, c'est bien, ça. Alors, comment c'était à Tokyo? Magnifique. Ah ouais? C'est incroyable. La première fois, il y a 2 endroits qui m'ont perturbé dans le monde. Ouais. C'est Tokyo, quand je suis arrivé. Et parce que quand je suis arrivé, le truc, c'est que quand on arrive à l'aéroport, on attend les gens qui viennent nous chercher, les Japonais. Et là, je vois une voiture arriver, une belle voiture arriver.
Je dis, putain, t'as vu la bagnole? Une deuxième. Pourtant, je suis pas fan de voiture. Hein. Ouais. Moi, je m'en fous. Troisième, quatrième. 10 voitures Mercedes gonflées. Je dis, waouh, c'est eux qui nous invitent. Mais je sais pas du tout une seconde où je mets le pied. Après, t'as une Testarossa qui arrive. Grosse voiture. Une quoi? Testarossa. Ah, ok, j'ai entendu une Tesla. Ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas, les Tesla. Non, Testarossa. Testarossa, Et là, ok. les 10 Mercedes, la Testarossa. Et là, derrière, c'est comme si c'était hier. Ouais. Et derrière, tu vois encore 10 voitures. Et là, tous les mecs sortent avec des costumes. Comme dans le film Le Samouraï Ouais. d'Alain Delon. Bah, c'est comme ça que... Et bon, je fais court. Et je dis, waouh, c'est quoi ça? Putain, mais je savais pas du tout où j'avais mis les pieds. Et là, t'as des gens qui viennent nous voir, très polis, nous serrent la main. Et il y en a un qui me serre la main, des gens qui me serrent la main. Et là, tu sens pas qu'il manque quelque chose. Ah, il manque un doigt, ouais. Il manque un doigt, ouais. Mais moi, je pouvais pas regarder. Et Ouais. je dis à mon pote, on a un code pour autre chose, pas forcément pour ça. Je lui dis, dis-moi, est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est dedans? Il a compris. Il me dit non, on n'est pas dedans. On est grave dedans. On était chez Yakuza. Ah, ouais. Et D'accord, moi ok. qui adore le cinéma, Ouais. mais je savais pas comment ça allait fonctionner. C'est que d'abord ils nous ont emmenés voir les combats Toza, les gros chiens en sang. C'était horrible. Moi qui adore les animaux, j'étais choqué. Après il fallait voir les trucs de sumo pendant le temps que j'étais chez eux. Et quand il y a l'hymne national, moi j'étais assis et je savais pas. Et là t'as un Yakuza qui me tape dans l'épaule. Hey, lève-toi! Je l'ai raconté à personne. Parce que son nationaliste. Ouais, c'est clair. Et je me suis levé, putain, il m'a frappé sur l'épaule, il est grave. Ouais. Et après, il y a ça, il y avait plein de trucs. Et oui, et quand j'arrivais à... Et c'était un Yakuza, hein? Celui c'était- qui t'a tapé. C'était des Yakuza. Ouais. Tu sais comment ça coûtait pour aller voir du sumo? Renseigne-toi. Tu dois être sur des listes. Mais Ouais, c'était clair, ouais. tu rentres pas comme ça, c'est chez eux. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est que moi, je voulais pas dormir parce qu'on est venu de Bangkok, avec toute l'organisation de Bangkok, qui est organisée avec le japonais, et on devait aller on peut dire les marques de l'hôtel ou? Ouais, tu peux dire. Ils nous emmenaient à Lytton. Moi, j'ai dit non, je veux pas dormir avec les Thaïs parce que je veux me retrouver. Alors déjà, j'avais pas l'habitude en Asie, hein, que ce soit en Thaïlande ou au Japon, t'as pas l'habitude de dire non. Hein. Ouais. Il dit ok, il se parle, blablabla. Il dit ok, emmène-le. Mais moi, je sais pas où on va. Et là, il m'emmène en Donc, voiture. toi, en fait, si je comprends bien, tu voulais te séparer des Thaïlandais? Oui. Non, pas. Non, oui. Non, mais juste que je Je voulais comprenne. te séparer. Pas parce que je voulais te séparer, parce que je voulais être dans mon tout seul, truc, dans ta tout bulle. seul. Ok. Là, tu vas manger avec eux, tu vas dormir avec eux. Oh, tu les vois tout le temps. Au Ouais. bout d'un moment, non. Et là, ils m'ont emmené, en fin de compte, le Yakuza, le patron des Yakuza, s'appelle, ou s'appelait, je sais plus s'il est encore là, Togane. 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 Et il avait un village à lui, qui s'appelle Shiba. Un village. Mais je dis un village, c'est pas un village comme en Algérie, hein. T'as des maisons immenses. Et là, je dis, quoi? C'est hallucinant. Je vais dire pourquoi, quand je dis j'aime le cinéma par rapport à ce qui m'est arrivé. Ouais. Et là, on a un mec qui me suit, je suis avec mon ami Mourad, un mec qui me suit tout le temps, il est collé. Dès que je veux quelque chose, il fait ça, hop, je veux de l'eau. Tout le temps, t'as quelqu'un pendant le temps que j'étais là-bas, pendant 15 jours, il m'a pas lâché. Et si je veux à la capitale, parce que Shiba, c'est à 50 km de Tokyo. Ouais. C'est pas dans la ville. Après, on se balade. Et quand on va dormir le soir, t'as carrément des lits en futon. Je dis, quoi, comment on va dormir? Et c'est la première fois de ma vie que je dors dans un truc, t'as intérêt d'avoir les épaules Large. costauds, quoi. Non, costaud. Ouais. Il y a pas de mousse. C'est du dur, quoi. Ouais. Et tu mangeais comme eux, ils te ramenaient mais super classe. Des petits trucs en bois avec des petits machins, t'as du riz, t'as ci, t'as ça. C'était hallucinant. Moi, j'ai vécu ce que, quelques années plus tard, que j'ai vu dans un film que j'aime beaucoup, Le Dernier des Samouraïs avec Tom Cruise. Et c'est ça, quand Ah, je me rappelle. Ok. et j'ai vécu ça. Mais pas comme lui, j'étais pas prisonnier. Ouais. Mais je pouvais pas partir n'importe où. Ah, je partais. Tu ne pouvais, tu veux pas être avec les Thaïs, bien sûr. Ok, t'es chez nous par contre. Là, t'es plus en Thaïlande, t'es plus en Europe, t'es chez nous. T'as vécu à la japonaise? Ah, ben, avec eux, oui. Ouais. C'est pas que j'ai vécu, c'est que j'ai vécu ce qu'il y avait à vivre. Et ce qu'il y avait à vivre, on est au Japon, on n'est pas à Marrakech. Ouais. Tu vois, il y a une différence. Et je l'ai vécu, mais magnifiquement. Même si c'était dur de dormir sur des futons. Moi, je mangeais pas de riz, moi. J'avais pas si, du riz, mais tout le temps. Et le riz. C'était quoi, alors?
Tu mangeais quoi au Japon? Bah, il y avait du riz, il y avait, oh, je me rappelle plus. Des soupes c'était- miso, non? Miso, moi j'avais jamais vu ça. Des petites, en plus c'est des petites portions. Ouais. C'est toutes petites portions. Je dis, je fous de ma gueule. Je vais demander du rab. Ouais. Mais c'est des trucs comme ça, je bois vite fait. Et tout, c'était dans des petites boîtes en Ouais. bois, super beau. Et t'avais le poisson cru. Ouais. Moi, j'avais pas l'habitude. Ouais. Où tu vois que j'ai mangé du poisson cru. Je savais pas ce que c'était au départ. Mm. Ouais, il s'est passé des choses inattendues, mais magnifiques, et qui ont forgé mon mental. Je vais en Thaïlande, je vis différemment. Je vais au Japon, je vis différemment. Je vais à New York, je vis différemment. Je vais en Birmanie, je vis différemment. Je vais en Algérie, je vis différemment. Chaque endroit m'a apporté et a forgé qui je suis. Mais je pense que si j'avais pas eu les parents que j'ai eu, comme ma maman que j'ai perdue il y a 1 an, Paix à et son qui âme. était, merci, qui était pour moi tout, quoi. C'était mon conseiller, c'était. Et si j'avais pas eu la maman que j'ai eue, j'aurais même pas fait la carrière que j'ai eue. C'est. C'était ta force. Ouais. Et un papa incroyable, dur. Mais heureusement qu'on avait eu un papa comme ça. On était des diables. Moi et mon frère, on était des diables. Mon frère Dino, on était des diables. Heureusement, on a eu une maman conseillère. Tout ce que je faisais, c'est ma mère. Diplomate, Elle me dit, dès conseillère. que tu arrives dans un pays, elle me dit, tu peux monter sur la planète Mars, il faut que tu m'appelles après ton combat. Ton combat. Ah d'accord. Elle préférait t'avoir avant ou après les combats? Comment? Elle préférait t'avoir après les combats. Non, c'est-à-dire que ma mère, elle est venue une seule fois dans un combat. Une seule fois. Ouais. À Paris. Elle est venue une fois, j'ai gagné, j'ai jamais perdu. Heureusement. Hein. Non, mais même pas ça. C'est que ma mère, elle me dit, chaque coup, elle me dit, j'étais comme ça. Elle m'a dit, t'as failli me faire Une frayeur. une crise cardiaque. Ouais. J'ai dit, maintenant, tu reviendras pas, moi. Elle me dit, oui, mais maintenant, j'ai vu comment c'est dur. Alors, elle me dit, à chaque coup que tu pars, moi, j'ai eu la chance de boxer à cette période par rapport à d'autres gens. J'ai eu la chance de faire le tour du monde. Hong Kong, Macao, Singapour, Tokyo, Bangkok, Los Angeles, Las Vegas. J'étais partout. J'étais partout. Mais elle me disait, chaque combat, dès que ça finit, ah, moi, j'étais au garde à vous, hein. Ouais. J'étais un soldat devant ma mère. Ouais. Ah ouais, devant ma mère et mon père, j'étais un soldat. Même mes sœurs. Ouais. J'avais 5 sœurs, elles venaient tous m'encourager à Momère Mutualité, où il y avait les combats, ou à la salle Japy. Ils disaient, eh bien, on sait que tes sœurs sont là, mes potes. Ouais. J'ai eu la chance, et c'est pas, je dis ça parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une famille, Ouais. et une famille soudée. Moi, j'étais pas le champion, hein. Quand j'arrivais chez moi, c'était pas j'arrive, ouais, je suis champion du monde. Tu restes à ta place. Ah, tu restes à ta place. Et j'ai toujours, que Dieu m'en soit témoin, jamais raté un Noël. Jamais. On m'aurait proposé 10 millions le jour de Noël. Jamais. Et pourtant, on est musulmans. J'ai toujours fêté Noël en famille. Tout le temps. Pour moi, c'est une règle. Ça, c'est obligé. Après, j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi, en parlant de la boxe, quand je voyageais, parce que je voyageais jamais avec les mêmes personnes. Moi, c'était mon travail, mais les gens qui venaient avec moi, Ouais. c'est pas leur travail. Alors, ils devaient poser des jours. Après, on s'arrangeait, quoi. Jaïd, quand tu étais avec la Yakuza, Oui. t'avais pas peur de te faire couper un doigt? Non? Mais il y a une anecdote que j'ai jamais racontée, c'est que moi, j'ai été boxé plusieurs fois au Japon, et souvent, c'était les Yakuza, pas qui me recevaient, mais qui organisaient, parce que j'étais pas le seul. Mais en tout cas, européen, j'étais un des rares, hein. À part moi, il y avait pas beaucoup. En boxe thaï à mon époque, hein. Ouais. Que je parle de ça, c'est dans les années 90. Et c'est vrai que ils étaient prêts, un groupe de Yakuza, ils voulaient que je reste un moment 2 mois pour me faire un tatouage, et des tatouages, Ouais. j'allais dire fait maison. Traditionnel, ouais. Traditionnel. Ouais, fait maison, c'est ça. Hein. Et moi j'ai refusé déjà, regarde, j'ai aucun tatouage. Je suis pas contre, mais ça m'a jamais intéressé. Mais Mais t'as beaucoup de boxeurs thaï qui font le satien, ok, le tatouage qui apporte Ouais, une dans le protection. Ouais, pour se protéger en fait. Oui, moi, c'est ma mère qui me protège, Ouais. et qui m'a toujours protégé. J'avais pas besoin de tatouage. Et je n'ai jamais fait tatouage. Mon frère, oui. Mon frère, avant la mode,
Mon frère Dino, il est tatoué de partout. Ouais. Il a des tatouages là, mais avant la mode. Mais moi, j'ai jamais été attiré par ça. Et c'est vrai que par rapport, en revenant à ta question, les Yakuza, non, j'ai pas eu peur parce que je sentais pas le danger, parce que j'étais un champion. Et il faut comprendre qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'Européens qui venaient boxer en Asie. Et surtout au Japon, moi je vais te dire, il y avait moi et moi. Hein. Donc t'avais pas peur pour tes doigts, quoi? Non, pas du tout. Au contraire, moi, tu sais, je t'enverrai des photos avec les Yakuza. Au contraire, moi, je parle aux gens, Yakuza, ou que ce soit la famille Gambino à Las Vegas, que j'avais rencontré avec Van Damme, et Ice-T, pareil, j'ai gardé contact avec eux. C'est pas pour autant que je dis, ah, ils vont me faire... Non, tu sais, quand t'es pas dans leur business, des gens comme ça, c'est bien de les rencontrer, ils ont organisé mes matchs, ils ont fait ce qu'il y avait à faire, c'était magnifique, on est reçu super bien, on est payé énorme. Moi je me rappelle mon premier combat, après on arrive à l'aéroport de Nara, comment s'appelle l'aéroport Haneda, Narita. Narita. Et les Yakuza arrivent tous avec nous. Moi j'ai un truc des Yakuza, hein, que je te montrais, une fleur de lys qu'ils m'ont offert. Et quand je suis passé une fois à la douane avec le fleur de lys, les Japonais ont vu, ils ont regardé, ils ont baissé la tête. Mais bon, passons. Et c'est vrai que quand je suis arrivé à l'aéroport avec mon pote Morad et on partait à Bangkok, on retourne à Bangkok, là, t'as le chef des Yakuza, Togane, qui fait des photos avec moi et tout. J'en ai plein avec lui. Plein, je pourrais t'envoyer des photos. Et à la fin, il me dit, tu me les enverras, traduit avec un mec, il parle pas anglais. Hein. Parle que eux c'est des nationalistes, ils parlent que japonais. Ils veulent rien. C'est ça, et c'est très tac tac. Et là t'as le mec qui traduit, il dit ben il voudrait monsieur San, Jahid San, il voudrait que vous développez les photos et que vous lui envoyez quand vous arrivez à Bangkok. Et je regarde, j'ai dit comme ça, il dit yes, il dit ok. Le Yakuza il vient me voir, le patron. Patron du Yakuza. Ouais, c'est lui qui organise. Il sort son portefeuille, il fait ça. Plein de liasses de yens. Tac, tac, tac. Il sort un gros paquet, il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait, tu développeras ça. Genre, il me donnait l'argent pour développer. Franchement, c'était tellement énorme que je crois que c'était même au-dessus de la paye que j'avais eue pour le combat. Parce que c'est les tailles qu'organisaient au Japon avec les Japonais. Tu gagnais combien par combat à peu près? Je gagnais, je sais pas comment on fait en francs. Moi, c'était des 4 000, 5 000. 5 000 francs par combat. Attends, en France, dans certains galas, quand c'était des gros trucs avec Sami Kepchi. Mais au Japon ou en Thaïlande, ailleurs, j'avais des... Je te jure, je me rappelle pas, mais j'avais des grosses sommes. Et pour un boxeur comme moi, je vivais très bien la boxe. Je faisais 14 combats. Alors, écoute, pense que je gagnais que 1 000 €, ok? Que 1 000 €, écoutez bien. Disons que on est aujourd'hui et je gagnais, allez, on va dire, pour être raisonnable, il y en a qui gagnent 20 000. Hein. On va dire que je gagnais que 5 000 € par combat, que 5 000. Comptez combien ça fait 5 000 €, 14 combats dans l'année. Ça fait combien? Ouais, ça fait beaucoup, une grande somme. Alors tu comptes pareil, je gagnais 5 000 francs ou plus quand c'était en Europe, voire plus. Donc tu as eu le temps, on va dire, de préparer tes arrières ou d'investir? Non, j'ai beaucoup dépensé. Ouais. Ah, t'as beaucoup dépensé? Non. T'as même pas préparé ta retraite, non, etc., non, j'ai beaucoup dépensé et je vivais moi le jour. Mais j'ai jamais acheté des grosses voitures. Hein. Ouais. C'était pas ça, hein. Ni l'alcool, ni la mashtok. Non. C'était c'est quoi la mashtok? La drogue. Ah ok, la mashtok. Ouais. C'était pas des trucs où je me levais le matin. J'adorais les montres par contre. Quand je voyais une montre. Mais moi je profitais avec ma famille. J'ai une grande famille et j'ai toujours profité avec ma famille, mais j'ai jamais cherché à mettre de côté. J'aurais dû, même un petit appartement, ça m'aurait apporté aujourd'hui. Pas pour gagner de l'argent, parce que la vie elle est tellement courte. Tout le monde dit oui, mais demain. Oui, mais vis déjà aujourd'hui. Après tu penseras au lendemain. Déjà, fais une bonne journée aujourd'hui, après on verra. Oui. Mais il faut dire aussi une chose que tu m'as dit en off la dernière fois, c'est que tu as eu la chance de n'avoir jamais pris de KO. Ah, c'est vrai. Ça, c'est important, ça, quand même. Ah, t'as la... Voilà, ouais, j'ai une mémoire quand même. En plus, on en avait parlé au téléphone. Ouais. J'étais à Paris, on parle de je sais plus quoi. Ouais. Et je sais pas pourquoi c'est venu. Et j'ai dit, il y avait eu quelqu'un qui avait eu un KO. Et je t'ai dit, mais moi, j'ai jamais pris de KO. Ouais, c'est ça. Je pensais que tu avais oublié. Ouais. Non, je n'ai jamais pris KO, mais attention. En plus, ce que j'ai fait, moi, pour dire merde aux fédérations de l'époque. Ah oui, je leur ai dit merde en France.
parce que fallait faire ci, fallait faire ça. Moi, j'étais un des rares boxeurs. Mon maître dans la boxe, Roger Pachi, a arrêté la boxe. J'étais perdu. Alors j'ai dit, je vais être indépendant. Ok. Ah, je veux être boxeur indépendant. J'ai boxé en boxe thaï, c'est-à-dire sans les coudes, en muay thai avec les coudes en Thaïlande. Ouais. T'as fait de la savate aussi, de la boxe française? Oui, savate. Ouais. Savate, oui. J'ai fait de la savate. J'ai boxé à La Réunion en savate. J'ai boxé en full contact. Mais j'ai eu plusieurs titres. J'ai eu une dizaine de titres de champion du monde en boxe thaïlandaise, en muay thai, en full contact, en free fight. Bon, j'ai touché à tout. J'ai eu la chance. Et ça m'a beaucoup apporté parce que changer de discipline, à chaque coup, c'est pas évident. Et je redis, j'ai jamais été KO. J'étais un des premiers à boxer dans d'autres disciplines, en boxe thaï. En tout cas, en France, personne ne le faisait, ça. Ouais. Et être indépendant, je suis le seul à avoir dit bye bye. Quand on prend un KO, est-ce qu'il y a une règle qui interdit de combattre pendant plusieurs mois? En France, non? Le truc, c'est qu'à l'époque, c'était mal géré. Ouais. C'était très mal géré parce que j'ai vu des boxeurs qui ont pris un KO et ils boxaient 3 semaines ou 1 mois après. Et ça, c'est mauvais. Et reprendre encore un KO. Mais en Thaïlande, il y en a qui font des combats par semaine aussi, non? Oui, mais c'est différent. C'est pas des trucs officiels. Ouais. Moi, je sais que quand je parle à un grand champion qui s'appelle Ipi, que j'ai boxé, moi, un grand champion du Lumpini, il me disait qu'il boxait toutes les semaines. Pareil. Il a 400 combats, le mec. Ouais. Tu vois, c'est ton combat, mais c'est comme toi, tu vas faire un match de foot, tu vas jouer toutes les semaines, tous les week-ends. Ouais. C'est comme ça que ça se marche. Ben, la boxe, c'est comme le foot. Okay. C'est comme ça. Tu as des combats tous les week-ends. Même des fois, moi, écoute, je boxais en France, en savate, je prenais l'avion et je boxais le lendemain pour un championnat du monde en boxe thaïlandaise. Le lendemain? Le lendemain. Je faisais, tu sais, 14 combats par an. 14 combats par an. Mais surtout, c'est pas juste faire 14 combats par an. Et tu peux faire 14 combats. Ce qui n'est pas évident aujourd'hui. Mais je boxais. Un coup, je suis à Paris. Un coup, je suis à Las Vegas. Un coup, je suis à Tokyo. Un coup, je suis à Bangkok. Quelle est la destination qui t'a le plus marqué? T'as fait Hong Kong, Taïwan? Voyageur. Ouais. Ben, j'étais partout. Alors, la destination, j'adore Hong Kong. Bangkok, j'adore Bangkok. J'aime bien New York, mais on m'a dit que c'est tombé. Ouais. Et du coup, Hong Kong, c'était bien ou pas? Ah ouais. Ben, c'est les traces de Bruce Lee. Hein. Et nous, nos premiers films de bagarre, c'est Bruce Lee. Non, c'était les Shaolin. Shaolin avant? Oui, avant Bruce Lee. Les Shaolin, tu te rappelles pas? Bah, j'étais pas né, Jaïd, le film de Shaolin. Bon, d'accord. Il y a eu des films dans les années... J'ai commencé à suivre à partir de Jean-Claude Van Damme. Voilà. Notre ami Jean-Claude Van Damme. Il nous a beaucoup apporté, lui. Il a beaucoup apporté. Il a apporté. Et surtout en Thaïlande, il y a une scène, tu te rappelles, quand il arrivait dans un gym où il voulait combattre Tampo, il a dit, je veux combattre, tu vois. C'est l'image un peu de l'occidental qui arrive et qui veut, on va dire, ça. Ouais, je fais remarquer, s'imposer. C'est ça. Ben, nous, c'était ça, mais à l'envers. C'est-à-dire que on venait dans des camps pour s'entraîner et boxer. Mais c'est pas nous qui venons leur tenir tête, c'est eux qui viennent. T'es chez moi là. Et ben je vais te montrer que tu vas pas faire tu vas pas te montrer au-dessus des autres. Est-ce que quelque part vous avez pas ouvert le chemin pour d'autres, pour ceux qui ont suivi après vous? Parce que maintenant, enfin après toi, il y a eu plein d'autres personnes. Ben, moi je sais que moi et Fabrice Alouche, on est les premiers à avoir boxé au Raja Damnan. Les premiers. Et donc avant nous, je vais pas mentir, avant nous il y a eu quand même Quentin Messi. Mais je ne sais pas s'il avait boxé au Raja Damnan, mais il a boxé en Thaïlande, c'est sûr. Mais nous, on est les premiers et avoir des mecs qui rigolent pas. Parce que quand on arrivait à la pesée, c'était le jour même. Maintenant, des fois, ils font 24 heures avant la pesée. Maintenant. Nous, on arrivait à la pesée et on voit les mecs parce qu'ils perdent énormément de poids. Le même mec que tu boxes à 55 kilos, il en fait 65. Si c'est pas plus. C'est les mecs, tu les vois, et je dis, mais c'est pas. J'ai encore les photos. C'est ça qui est bien. Et tu vois le mec, comment il est grand, il est costaud. Je dis, mais c'est pas mon boxeur. Et je regarde un autre petit, je dis, j'espère que c'est celui-là. Non, c'est ton boxeur. Et le mec, il était au poids. Au poids. Mais par contre, tu peux perdre du poids, regarde. Tu pèses combien à peu près? Là, peut-être 78. Ok, on va dire 70. Et tu as un match de foot, tu dois être bien. Tu vas perdre 10 kilos. Tu es à combien? De 70, tu es à 60. 60. Ok, t'es à 60. Mais quand le foot est fini, tu vas manger, mais tu reprends ton poids. Mais quand tu es pendant le terrain, quand tu joues, tu as toujours la même taille, tu as toujours la même musculature. C'est un peu plus fin, mais tu reprends. C'est de l'eau qu'on perd. C'est pas de la viande qu'on perd. C'est de l'eau. C'est pour ça que faut te dire que quand tu viens
pour la première fois en Asie et tu vois les mecs, t'avais des coups de coude et nous, ils nous disaient pas. Moi, je savais pas qu'on boxait avec les coups de coude. Ah bon? Ah non, non, mais on savait pas. Et quand je boxe et le mec, à un moment, je vois le crochet, après tu vois le coup, et bam, mais on savait ce que c'était. Et là, j'arrive à mon camp, je dis, putain, je voyais plus rien. J'étais comme un filet blanc. Et je dis à mon gars, j'ai dit, hey, Morad, il m'a mis un coup de coude. Il me dit, ah, mais tu savais pas, ici en Thaïlande, c'est avec les coups de coude. Dans ma tête, j'ai dit, mais putain, fallait me prévenir. Ouais. Oui, mais c'est que des belles aventures. Ouais. Attends, tu t'es rendu compte des coups de coude pendant le match, pendant le combat? Ah ouais. même pas à l'entraînement? Non. Parce qu'ils s'entraînaient pas les coups de coude dans l'entraînement. En tout cas, moi, à mon époque, jamais j'ai vu des mecs taper au sac au coude. Hein. C'est vrai qu'aux entraînements, tu mets pas un coup de coude. Est-ce que tu vois des gens, même maintenant, s'entraîner au coude? Moi, non, après, je vais te dire que je me mettais sur un sac et j'ai travaillé les coudes comme c'est pas permis. Ah, ouais. Oui. Et t'as eu des bons coups de coude après? Oui. T'as mis des KO? Non, pas KO, mais sur 2 combats que je me rappelle. Un, c'était contre un Thaï qui s'appelait Payak Noi. Il arrive sur moi, bam, bam, et hop, bam, je lui mets un coup de coude retourné. Ça, c'est le premier. Et un autre, c'est contre Rambo à Tokyo. Vous pouvez trouver la vidéo. Ah ouais. Il vient avec une tête de mort, c'était un champion du Lumpini, renommé. Ouais. Et il arrive sur moi, et il avait 3 cœurs, 10 poumons, il avait une condition. Moi qui étais très physique, là je suis tombé sur un mec, il fonçait tout le temps, il était là, il m'a étouffé. Et pareil, il avance sur moi et hop, bam, je lui mets un coup de coude sur le côté. Mais ce combat, pour moi, je l'ai perdu. Ouais. Et oui. Mais pas à l'aise, hein. Il m'a pas mis KO, il m'a pas mis en difficulté. On peut voir le combat sur internet. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Ouais. Et quand on va mettre des liens dans la description, comme ça ils pourront voir. Oui, bien sûr. Ils pourront voir. Oui, ben j'ai boxé les plus grands et j'ai côtoyé. Non seulement j'ai boxé les plus grands champions de Thaïlande des années 90, et surtout je les ai côtoyés. Quand j'ai fini mon combat contre Hippie, j'arrive en Thaïlande. Il y avait un tapis rouge. Hippie, c'est quoi son... Ah, excuse-moi. Ouais, je pars vite. C'est un boxeur qui s'appelle Hippie Sigmani. Ok, on va retrouver. On mettra la photo, ok. Et c'est 400 combats. Une légende vivante, c'est Monsieur Muay Thai. Ouais. Et moi, il y a une anecdote que je vais te raconter. C'est que quand j'avais signé le contrat avec Songchai Ratanasuban, il y avait plusieurs contrats. Et il me dit... le contrat contre Rambo, l'autre contre Kaluhat, l'autre contre, je dis n'importe qui. En China, il me sort plein de noms. Et il n'y a pas un moment, je dis, je suis content, je fais plein de contrats. Et ils avaient déjà préparé les affiches. Ben, je te donnerai l'affiche du combat. Ouais. Ah oui, tu m'as dit que tu avais toujours regardé l'affiche. Ouais, l'affiche du combat contre Rambo, j'ai dit, non. Bah, Rambo, c'est pas Stallone, hein? Non, le boxeur, ouais. Il joue au malin, hein. Il joue au malin. Non, je précise. Il joue au malin. Ouais, je précise. Vas-y, parle. Il joue au malin. Hein. Non, mais je suis obligé, tu dis Rambo en même temps. Non, Rambo, en fin de compte, c'est un boxeur thaïlandais très réputé qui était dans le top 10. Et c'est des boxeurs qui sortaient jamais de Thaïlande. C'est le boxeur qui boxait pour le Lumpini, qui valait des millions et des millions et des millions et des millions de bahts. Lui, Rambo... Les passionnés de la boxe thaï sauront probablement de qui on parle. Ah ouais. Est-ce que c'était stressant pour toi de savoir que tu allais affronter une grande figure? Non, parce que je pense que je m'en rendais pas compte, premièrement. Je m'en rendais pas compte. Je me suis pas dit, oh là, je vais boxer un tueur. Non. Pourquoi? Mais dans mon subconscient, faut comprendre que c'était ma vie. C'est pas comme les gens d'aujourd'hui. C'est que il y en a ceux qui vivent dans des camps comme au Venom et d'autres camps. Les camps de Bouganem, ils ont des boxeurs qui boxent, c'est leur vie et leur travail. Ouais. Moi, c'était pareil, c'était ma vie. C'est-à-dire que je faisais, tu te rends compte, 14 combats par an. Je faisais le monde entier. J'allais boxer un championnat du monde en Suisse. J'allais boxer un championnat de je sais pas quoi en Allemagne, en kickboxing, en full contact, en free fight. Je touchais à tout. Et c'était ça, ma vie. Ça tournait. Tout le temps. C'était non-stop. Toutes les 3 semaines, je boxais. Tu te rends compte? Toutes les 3 semaines. Est-ce que, avec ça, à côté de ça, ta vie personnelle, tes amis, ton cercle d'amis, ma maman, mon papa, ta famille, est-ce que tu as eu aussi une épouse, des enfants? Non. Je voyageais trop. Après, je vais pas trouver ça comme excuse, mais
voyagé énormément et j'ai jamais eu le temps de me poser vraiment. J'ai eu des copines avec qui je suis resté très longtemps parce que je suis jamais resté un mois, 2 mois. Thaïlandaise? Non, jamais. Ah, jamais, jamais? Non, non, jamais. C'est quoi, c'est un souci de langue ou Non, 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 non. C'est pas la même culture. Ouais. J'adore la Thaïlande, mais jamais je me serais mis avec une Thaï. Ouais. Ah non, non, non. Ouais. Parce que La culture est vraiment elle est magnifique, la culture thaïlandaise. magnifique, mais c'est très dur. Très et dur. c'est éloigné de notre mentalité. Et faut voir que je suis sorti avec des Thaïs, bien sûr. Sorti. Ouais. C'est pas Ouais. pour 1 an et tout. Et je préfère les Thaïs, pour moi, hein. Excusez-moi, c'est mon avis personnel. Pour moi, les nanas thaïlandaises que j'ai rencontrées, c'était plus les nanas où on était des potes que les nanas avec qui on sortait. Ben, avec quand on était des potes, ben, elles disaient, ah, ben, les gars, écoutez, je vais faire une bouffe ce week-end, ça vous dit? Moi, je vous le dis à ma manière, hein, elle parlait pas comme ça. Ouais. Ça va, les caps? Mais là, il ou pas? Non, rien à voir. Ouais. Et là, elle me disait, bon, on met tous 100 bahts et je vais acheter des crevettes. Ouais, ouais. Ça, moi, je veux du poulet. 100 bahts, c'est bien, là, tu soulèves un... Vous viviez avec combien? Tu vivais avec combien? Ouais. Ouais, mais moi, je dépensais beaucoup, comme je gagnais beaucoup. Ah ouais? Moi, j'avais des sponsors. J'avais Paco Rabanne, j'avais Fuji. Quel était le revenu, à peu près? Combien t'arrives à faire? Et puis surtout, avec combien vous pouvez vivre auparavant? Avant, tu vis 100 bahts, ça tenait la route. Hein. 100 bahts? Ah oui, oui. 100 bahts? Pas par jour, hein. Par mois? Non, 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 excuse-moi, pas par mois, justement. Ouais. Tu pouvais dépenser. N'oubliez pas qu'on était dans un camp, il y avait la nourriture. Ouais. Après, on sortait. Ouais. Mais c'est le taxi qui coûtait cher. Mais la bouffe, la nourriture, ça jamais. Ok, il fallait ça combien à peu jamais près pour vivre? Allez, un mois. Un mois, combien tu pouvais tenir? Ouais, mais moi, je dépensais dans les fringues et tout. On va dire, sans les fringues, sans rien, je pense que tu pouvais dépenser, moi, Ouais. entre Alors, 200, 300 euros. En euros, hein. 200, 300 euros. Oh. Avec combien vous pouvez vivre? À l'époque, hein. Ouais, avec combien vous pouvez vivre alors? Moi, je Parce pense que 200, 300, aujourd'hui, à Bangkok, tu vis pas. Oui, je Voilà, pense, tu payes même pas, enfin, tu peux payer ton loyer, mais tu vis pas. Mais avec combien t'es arrivé à Non, vivre? mais je pense que moi, j'ai un ami qui a été à Bangkok il y a pas longtemps. Et Ouais. il m'a dit qu'il mangeait des fois pour 2 euros. Et dans des bons restaurants. Ouais. Ça existe, Mais ça. je pense qu'à l'époque, c'était encore, on pouvait vivre avec beaucoup moins, non? Enfin, Oui, ah ouais, mais même en France. Tu crois que depuis que l'euro, ils nous ont pas eu avec l'euro? Mais c'est énorme. Ouais. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand ça avait 50 francs, Ah, t'étais bien. c'était énorme. Ouais. Maintenant, quand t'as 50 euros, moi, des fois, je dis, mais c'est pas possible. La vie est chère. Ouais. La vie est très, très chère. Alors après, on dit, oui, ça évolue. Non, ça devrait pas évoluer. Ouais. Justement, ça devrait être... C'est vrai qu'avant l'euro, on pouvait se permettre pas mal de choses. Bien Ouais. sûr. Je sais pas, avec, Ah je oui, sais pas, oui. avec 10, 20 francs, vous pouvez faire pas mal de choses déjà, Mais tu vois. 10 francs déjà. Ouais, ouais. Moi, je me rappelle qu'avec 10 francs, t'achetais des boissons, t'achetais un sandwich à la boulangerie. Ah non, avec 10 francs, c'était énorme Ouais, à c'est clair. l'époque. C'est clair. Même, je me rappelle, et j'ai eu de la chance, moi, c'est que j'emmenais, moi, mes potes de cité, comme je gagnais bien, je les emmenais manger au McDonald's. Faut plus y aller maintenant, hein, au McDonald's. Hein. Ouais. Faut boycotter. Mais quand j'allais au McDonald's, je me rappelle, je les invitais, et je me rappelle, les tarifs, c'était 2 francs, 3 francs un hamburger. Aujourd'hui, je crois que c'est 10 balles. Je sais même pas, c'est combien. Un hamburger, je sais pas du tout, je mange pas moi. Ouais, mais dis-moi. Tu sais, dans tous les gros trucs, Ouais, machin, j'y vais pas. ouais, moi, pareil, je boycotte, et même sans boycotter, je préfère aller dans une bonne boulangerie, dans la journée, me taper un bon sandwich, tu vois, et c'est très bien. Les boulangeries font des bons sandwichs, et c'est quoi un sandwich? C'est 2 euros, 3 euros, je parle en France, c'est 3 euros, un bon sandwich, et ça va. Et il faut voir que il y a la qualité de vie dans la vie où tu penses être riche, et là tu te fais massacrer parce que tu crois que tu es au-dessus de tout le monde. Et moi je vois des gens, comme tu dis, clac, mais ils calculent pas. Et moi je me rappelle une fois, un ami m'a dit, mais j'étais hors solde. Il a dépensé, à la fin il est moins 500 il est euros. en découvert. En découvert. Parce que même lui, il dit, merde, j'ai mangé là, mais mangé là. C'est un mec qui travaille dans une grande, un bon boulot. Et il dit, des fois, il va inviter les gens pour le boulot. Il dit, à la fin, il regarde. Heureusement qu'il se fait rembourser, mais il dit, les gens ne peuvent pas vivre comme ça. On peut pas les manger au restaurant. C'est trop cher. Toi, en Thaïlande, tu peux. Et tu manges au restaurant souvent aussi ou pas? En Thaïlande? Ah non, non. Mais tu manges où alors?
Tu cuisines en Thaïlande? Quoi? Tu cuisines pas? Moi, c'est moi qui cuisine pour ma copine. En Thaïlande? Non, non, en France. Non, non, mais en Thaïlande, est-ce que tu manges au restaurant? Moi, je cuisine pour ma nana. Ah, c'est très bien ça. Tu cuisines toi, tu fais quoi? Ah, tout. Je suis pas le grand cuisinier, mais ma copine, c'est moi qui fais à manger. Moi, j'adore cuisiner. Parce que quand tu cuisines, tu cuisines ou pas? Moi, ouais. C'est vrai? Parfois. Non, Parfois, parce qu'en fait, moi, je cuisine pas, c'est même pas pour manger. Évidemment que tu vas manger, mais c'est plus pour me changer les idées, etc., tu vois. Parfois, t'as vu comment t'es bien? T'es bien, c'est... Les oignons, c'est quelque chose de créatif, oui. donc en fait, ça t'aide à mieux te sentir, à t'apaiser, tu vois, c'est, voilà. Tout à fait d'accord. Et puis quand tu manges quelque chose que t'as cuisiné tes propres mains. Et quand c'est bon. C'est même pas que c'est bon pas. Tu sais surtout ce que tu manges, c'est ça le truc. Ah ouais, ça tu vois pas. Moi, je sais que quand je suis avec ma copine, quand je vais la voir, et je suis chez elle, et je lui fais à manger, et j'attends qu'elle mange, elle me dit, waouh. Elle me fait, waouh. Elle est en France, même ta des copine? pâtes. Oui, oui. Bah oui, oui. Et elle me dit, rien qu'à fait ça, elle goûte, j'ai gagné, quoi. Et c'est-à-dire que c'est toi qui l'as créé. Et pourquoi tu l'as pas emmené en Thaïlande? Bah, elle voyage, ma copine, t'inquiète pas. Elle travaille bien, elle bosse. Je reviens à ma question tout à l'heure parce que ça m'intrigue un peu. Dans les années 80-90, tu vivais avec combien de budget par mois ici? Combien? 5 000 bahts? 10 000 bahts? Mais arrête, tu passes à 10 000 bahts? Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Mais non. 10 000 bahts? Combien à peu près? Mais tu te rends compte qu'on mangeait dans les petits boui-boui, nous, et même les mamas. Moi, je dis boui-boui, mais c'était des restaurants. Mais tu mangeais pour rien du tout. Tu mangeais pour... Le mois, t'arrivais à dépenser combien à peu près? En nourriture, moi, je te dis, quand t'avais dépensé, je sais pas si on dit 100 €, c'est beaucoup, hein, par mois. 100 euros? Ah, c'était énorme. Donc ça fait 100 euros par mois. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup parce que nous, on mangeait au camp, mais quand on sortait... Nourriture, logement, combien ça fait au total? Logement, comme c'était compris dans le camp, ouais. C'était 400 €. Même pas. Qu'est-ce que je raconte? Non. Mais tu devais dépenser 100 €. 100 euros, ok. 100 euros par mois, ok. Et encore. Ouais. Ah ouais, c'était ça. 100 euros par mois, ah ouais, c'est pas mal ça. Mais bien sûr. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans des camps. Le mois, ils dépensent entre 300, nourriture, entraînement, faut penser. Parce qu'il faut payer les entraîneurs. Nourriture, entraînement, plus le dodo, ouais, la chambre. Ben, je te dis, il y en a qui payent entre 300 € et 400 € le mois. Donc imagine dans les années 80. Et je crois que nous, on payait même pas comme on venait à l'époque. C'était pas encore le business des Thaïs. Ils savaient pas que les Européens allaient être une source de business, de revenus. Ils savaient pas en fait au début. Personne ne le savait. Mais en aucun cas, on t'a monté de respect. Alors on s'est dit oui, il veut apprendre le Thaï, il veut nous challenger. On va lui montrer. C'est-à-dire qu'ils vont taper fort. Ah non, mais à aucun moment. Non. Moi, ceux qui m'entraînaient, ils étaient en or. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours mon teneur de Pao. Oh, il était magnifique. Il m'entraînait comme avec les Thaïs. Ouais. Il était sensé, il était avec moi. Il me rappelle encore de lui. Il entraînait les grands champions Thaïs comme Atapong, Lom Thai, Kyosot, Somsong, les grands Thaïs, Wampadet. Les grands champions, et moi, quand ils me tenaient les Pao, c'était comme avec les champions Thaï. Pareil. Ils faisaient pas de distinction. Aujourd'hui, moi, je sais que j'ai vu même en France, dans certains camps, tu vois dans les vidéos, regarde dans les vidéos, les entraînements, les Thaïs qui entraînent les Européens, ils ont un truc. Nous, quand ils nous entraînaient, c'était comme ça. Ils étaient bas, les Pao. C'est un détail important. Un détail très important, papa, que personne ne le dit. À l'époque, quand ils nous entraînaient, les Thaïs, ils prenaient les Pao comme ça. Et ils descendaient. C'est comme ça que j'ai appris à tenir les Pao, moi. Aujourd'hui, tu sais comment, regarde dans les trucs. Ils lèvent haut les Pao. Pourquoi? Ah oui, par rapport à... Pour que la personne lève encore plus haut. Et moi, à chaque fois que je me suis entraîné avec certaines personnes, t'as du mal, c'est pas pareil. Et je sais que les Thaïs de l'époque, dans les années 80-90, l'entraînement n'est pas pareil qu'aujourd'hui. Même en low kick, quand je les vois donner des low kicks, c'est des genres de petits low kicks. Hop, ils tapent, ils reviennent. C'est encore différent. Ouais, ça c'est... Ah, c'est important. Ils en parlent pas parce qu'ils l'ont pas vécu. Moi, je l'ai vécu. Avec les gens de l'époque, ils pourront en parler, hein, tous ceux qui allaient dans les camps à l'époque. Parce que faut comprendre une chose. Pourquoi ils n'ont pas vu venir ce business, les Thaïs? Parce que personne pensait que les gens allaient se déplacer régulièrement comme là. Maintenant, c'est une folie. Moi, quand j'entends ce que j'entends sur Internet, c'est leur source de revenus,
c'est les phalanges. Ouais. C'est les phalanges. Ouais. Et je vais te dire, c'est pas 300 € le mois. Hein. Je vais te dire, faut être renseigné. Comme ça, avant de mettre ta vidéo, renseigne-toi dans les camps combien c'est. T'appelles, tu peux appeler, allô, c'est combien, allô. Et je pense que... Oui, je veux dire, aujourd'hui, il y a toute la logistique nécessaire pour accueillir plein de personnes, en fait. Ça y est. Pendant toute l'année. Ça y est, moi, j'ai été choqué, j'ai appris dans un camp qui est en dehors de Bangkok, mais en plus, c'est pas un camp connu comme le Venom. Tu vois, c'est un camp qui est en dehors de Bangkok, c'est-à-dire qu'il est à Lat Phrao. C'est comme si tu dis... à la route, c'est un peu. Hein. Ouais, là, ouais. C'est comme si tu disais Paris, Bangkok, et tu disais Saint ou Saint-Denis. Lat Phrao. Et là, il y a des Européens qui viennent s'entraîner. Pourtant, c'est pas le grand club comme Fairtex, Venom, Bouganem, tout ça. Non, c'est des petits camps, mais qui existent depuis toujours. Et je me dis comment ils font pour comment ils ont eu l'adresse et des fois il y en a qui vont encore plus loin. Ils vont en dehors de Bangkok, à Hua Hin, des bleds comme ça, Hua Hin. Ils vont à Ayutthaya, parce que la boxe, le Muay Thai, ça y est, c'est développé mondialement. Quelles sont les légendes aujourd'hui? Les légendes. Sanchai. Ah, les Thaïlandais. Ah, les Thaïlandais. Oui. Bah oui, tu viens de dire les... Voilà, c'est les deux principaux. Il y a non, après il y en a d'autres. Rotang, mais c'est autre chose. C'est pas du Muay Thai, hein. Même si c'est Muay Thai, mais c'est pas du Muay Thai. Ah oui, pour moi. Pourquoi? Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est des petits gants, ils font des 3 rounds. Nous, quand on boxait, c'était 5 rounds de 3 minutes. Tu me diras ça. Nous, la première fois qu'on a boxé avec Fabrice au Raja Damnon, les gants qu'on avait, c'était presque même pas... C'était du 8, tu sentais tes doigts. Il y a petite pensée à Serge qui a écrit un bouquin sur... Un coucou à Serge, notre ami Serge Treffeux. Ouais. Monsieur... en fin de compte, c'est lui qu'on devrait appeler Mister Muay Thai. Parce que c'est un passionné. Je ne l'ai jamais vu. Je suis dans la boxe et dans le Muay Thai depuis les années 80. Depuis 1983, je n'ai jamais connu, un mec aussi passionné que lui. J'ai déjà fait une vidéo avec Serge et on va vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez la voir. Voilà, Serge et Maurice. C'est super. J'ai envie de parler de deux choses. Une chose, c'est ton surnom qu'on t'a donné, The King, ça King Jaïd. King Jaïd, voilà. Ça c'est par rapport à la musique. Ah bon? Quelle musique? J'ai produit de la musique, moi. Ah oui, c'est vrai que tu fais aussi de la musique, oui. Bon, j'ai produit un album contre le sida pour une association qui s'appelle Aide, si les gens en connaissent, les Français qui connaissent cette association. Et une époque, j'ai eu l'idée de produire un album avec une grosse boîte de production qui s'appelle Virgin Record, qui faisait aussi des avions. C'était Bronson, un Anglais qui avait cette boîte. Et j'ai eu l'idée de produire les plus grands rappeurs de l'époque, c'est-à-dire Diams, elle n'était pas connue. T'avais Passy, ça dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. Tommy, Soprano et Alonso avec le groupe Psychiatre de la Rime. Un album incroyable. Et c'était ma vie et j'ai produit des gens qu'on me disait, par exemple sur Diam, me dit ouais, elle n'est pas connue. Regarde, quelques années après, elle a fait un carton. Alors, explique-nous juste par rapport à ton surnom. Little Big Man. Ton surnom, c'est The King ou Little Big Man alors? Non, moi, c'était King Jaïd, mais Little Big Man, c'est dans la boxe. C'est comme moi, j'adore le cinéma. Il y a un film qui s'appelle avec Dustin Hoffman, Little Big Man, et c'est Guillaume Kerner, qu'on appelle l'Ange Blond, qui m'a lui surnommé un jour Little Big Man, le grand petit homme. Ok. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que le Muay Thai revient à la mode, la boxe revient à la mode? C'est pas que ça revient à la mode, c'est que n'oublie pas que, par exemple, le MMA, ça existe depuis 20 ans peut-être. En gros. Le MMA? Le MMA. Ouais. Je parle pas des fédérations alors, UFC. Alors, pour ceux que j'ai pas une audience spécifique en boxe, mais le MMA, c'est combat au sol aussi, c'est ça? Il y a au sol, ouais. Okay. Il y a sol, il y a debout et au sol. Ça, le MMA, ça doit avoir 20-30 ans. Et est-ce que quelqu'un pourrait me dire depuis quand ça existe le Muay Thai? Depuis quand existe le Muay Thai? Ouais. Je pense que c'est plus de 100 ans, non? Ouais, mais dis combien? Moi, je dirais peut-être, on est quoi? Donne une date. Allez, 1920, 1930. Bien plus ancien. Ah ouais? On va pas traîner, on va pas faire un quiz. Ah, c'est le Muay Boran, Muay Boran. Non, je parle du Muay Thai. Le Muay Thai existe depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge? Le Moyen-Âge. Et aujourd'hui, on est en 2025 et ça existe encore. Ça sera, il n'y a pas une histoire de mode, ça restera tout le temps.
Ok. C'est tellement un sport Complet? unique, magique, complet, oui. T'as les coups de coude, t'as les coups de genoux, les genoux directs, t'as les middle, Ouais. t'as les high Mais kicks. aujourd'hui, je pense que ça revient, puisque on a l'essor de l'UFC. L'UFC, le MMA, on va dire L'UFC, on va dire, free c'est la fight. fédération. C'est Et ça. le MMA, c'est le sport. Mais on va dire le free fight, le combat libre, Ouais. ok, debout et Oui, au bien sol, sûr, ouais. a été légalisé en France il y a à peu près, je sais pas combien. Ouais, il y a pas longtemps. Il y a pas très longtemps, quelques peut-être. années, ouais. Ouais, il y a 2-3 ans peut-être. Ouais, il y a pas longtemps. Et puis on a eu l'essor, on va dire, de nouveaux combattants. Cédric Doumbé. Oui, mais il fait c'est- pas du MMA, lui. Je pense qu'il faisait du kickboxing à la base. Oui, kickboxing, Ok. il était très très fort dans le kickboxing. Mais je pense pas que... Il doit être bon, je pense, dans les sports de combat, mais je pense que ça dépend qui boxe. Parce que si, dans sa catégorie, s'il boxe les mecs de l'UFC, je pense pas qu'il va tenir le coup, hein, parce que les mecs de sa catégorie dans l'UFC, c'est des mecs qui sont... Lui, c'est un puncher. Et Benoît Saint-Denis. Ah, j'aime pas du tout. Ah, je parle pas de lui, j'aime pas. Ah non, non. Non, Ouais, j'aime pas. il est surcoté, il est surcoté. Non, mais déjà, il parle trop. L'image qu'il dégage, je le déteste. Ça, c'est peut-être un mec bien, hein. Ouais. Mais l'image, j'aime pas du tout. C'est une image qui me convient pas. Ouais. Après, il peut penser comme il veut. Je connais pas, mais c'est pas un mec. En plus, la personne qui s'est occupé de lui, c'est Daniel Voirin, qui a un amour, un grand entraîneur, qui a un cœur comme ça. Ouais. Et quand tu travailles avec un mec comme Daniel Voirin, et tu montes, et du jour au lendemain, tu dis bye bye à ton propre... Après, ça me regarde pas, je rentre pas dans ces polémiques. Mais bon, c'est pas le boxeur où je vais dire, il y a d'autres boxeurs dans le MMA que j'adore. Moi, j'adore Cody Garbrandt, un Américain qui a des coups de poing, il a des épaules, il est incroyable. Moi, j'adore ce boxeur. Habib, bien sûr, invaincu. Benoît, pas Benoît, l'autre. Moi, j'aime bien le Canadien. Georges Saint-Pierre. Ah, j'adore. Ouais. Même il est humble, il est simple. Mais il a l'image des Canadiens, la gentillesse des Tu Canadiens. sais qui est mon combattant préféré ou pas? Non. Fedor. Ah, ouais, là, tu parles... là, c'est comme si que je te parlais de boxe thaï, je te parlais de Hippie Sigmani, là, tu me parles de MMA, Fedor. Ben oui, Fedor, et il y a un autre aussi qui est assez incroyable, un Hollandais. Un Hollandais en MMA? Un très très fort. Bon, Comment il s'appelle? costaud, hein. Très connu. Mais il s'est pris il s'est pris un KO par Francis Ngannou, non? Non, c'est pas lui, C'est pas c'est lui avant. Tout ça, ces mecs-là, c'est avant. Ouais. Mais Fedor, là, Ouais. t'as sorti... c'est-à-dire que t'as une pile de diamants, et t'en as un gros qui est là, et là, tu l'as mis là. Bah, c'est lui. Pareil, c'est des gens humbles. Tu sais, ce qui fait, pour moi, aimer un bon boxeur, c'est qu'il soit humble. Parce qu'il peut être le meilleur au monde. Mais dès que c'est arrogant, je parle pas de Doumbé. Et Doumbé, c'est un cirque, c'est pour blaguer. Et je sais que c'est pas un mec méchant, ça se voit. Même quand il parle, en plus, c'est un frère. Il est de chez nous. Mais tu sais que c'est pas un mec mauvais. Mais il y en a d'autres, ils sont vraiment mauvais. Tu vois quand ils sont là. Mais bon, peut-être que c'est la nouvelle époque, la période. Nous, on était respectueux. En Thaïlande, jamais tu voyais un mec coller un autre, l'insulter, jamais. Ça, c'est du trash talking, c'est peut-être... Oui, mais en Thaïlande, il n'y avait pas ça. Jamais j'ai vu ça. Et il n'y a toujours pas, non? D'ailleurs. Non, je pense pas qu'il y a ça. Ouais. Parce que ça suit avec le pays. Et le MMA, ça suit avec le pays, les Américains. Est-ce que le sport on va dire, les sports de combat aujourd'hui ne sont pas devenus juste du spectacle, un show? C'est juste du show. Un show, mais surtout un business. Ouais, aussi, Ah ouais, c'est un normal. très gros business. Ah, moi, je pense que, je parle pas que du MMA, je parle de la fédération UFC. Je pense que l'UFC, qui pratique le fameux MMA, ont apporté énormément au Muay Thai. Parce qu'à un moment, la boxe thaïlandaise, moi, quand j'ai arrêté en 1995, c'était en train de se casser la gueule. Nous, on a eu nos heures de gloire dans les années 80, 90, encore peut-être 2000 ans. En 95, quand j'ai arrêté, ça tombait. Et même, regarde les champions qui sont venus après 95. Regarde, en 96, qui y avait? 96, 97, 98, 99 et 2000. Regarde qui il y avait et combien il y avait d'organisations. La personne qui organisait les gros galas avec Canal+, c'était Sami Kepchi. Et lui, dès qu'il arrêtait, aussi ça tombait. Parce que le problème,
ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde fait des petits galas en province. C'est génial, t'as pas besoin de faire des gros galas. Parce qu'en fait, on a l'impression parfois que tout le monde est champion du monde, tu vois. Ouais, il y a trop de titres aujourd'hui. Il y a trop de titres, tout le monde est champion du monde. Trop de fédérations. Mais moi, je me dis que si ces gens-là s'y retrouvent avec ces fédérations, et ils pensent qu'ils sont vraiment champions du monde, oui. Mais tu sais, c'est bien ce que tu viens de dire. Parce que je vais aller dans un autre terrain. C'est comme les basketteurs américains. Ils vont jouer pour ils font des championnats du monde. Hein. Comme la boxe anglaise. Ouais. C'est la championne du monde. Mais c'est que entre Américains. Ils vont pas boxer un Cubain. Ils vont pas boxer un Brésilien. Ils sont champions du monde, mais dans leur pays. Ouais. Autant dire champion d'Amérique. Ouais. C'est mieux. Et ben pareil. Ouais. Moi, je trouve que c'est ridicule. Ils font des championnats, mais c'est juste entre... Ah, d'accord. Championnat du monde, mais en Thaïlande. Oui, avant, c'était ça. Ouais. Non, ils disaient pas champion de Thaïlande. C'était champion de Thaïlande. Mais c'est vrai que quand tu dis champion de Thaïlande, tu étais champion du monde. Parce que les tueurs, les plus forts, les plus techniques, c'est normal. C'était les Thaïs, qu'on le veuille ou non. Après, il y a eu un qui sort du lot. C'est en Asie, Tosho Fujira. On dirait que c'est japonais, ça, non? Oui, c'est un japonais. Ok. Fuji... Oh merde, il s'appelait comment? Fuji, c'est la montagne. Non, il s'appelle Fuji. Ouais. Fujiwara. Fujiwara. Et lui, il démontait les Thaïs. Ok. Quand il venait en Thaïlande, dans les années 70. Ouais. Il démontait les Thaïs. Et c'est le seul qui a eu la ceinture, je crois, du Raja Damnon. Ouais. Et c'était le seul. Il était très, 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 très fort. Il sortait du lot. Mais il n'y en a pas eu 1000. Et même après, il faut comprendre que comme la Thaïlande a eu son sport, a son sport, la preuve, aujourd'hui, tout le monde en parle. Que ça soit le One, que ça soit d'autres sports, d'autres fédérations. Le Muay Thai, il est à l'honneur dans le monde entier. Et d'où il vient? Il vient de Thaïlande. C'est un produit thaïlandais. C'est pas un produit américain. C'est pour ça que c'est un truc qui a rien à voir, par exemple, pour faire court. Après, il y a l'UFC qui existe depuis à peu près 30 ans, qui est le sport UFC avec le MMA. C'est la fédération qui a fait exploser le sport de combat. Grâce à eux. Le Muay Thai est remonté grâce à eux. Et à côté, t'as le One. Le One qui est thaïlandais. Mais le One, il existe depuis combien de temps? Je sais pas, 8 ans. Pas plus. Et regarde, la renommée du One. De toute manière, dans les sports de combat, t'es obligé, qu'on le veuille ou non. On peut parler de boxe anglaise, on parle toujours des Américains. La boxe anglaise, non, elle vient d'Angleterre. Ils avaient des super boxeurs. Et les Cubains. Mais seulement, ils sortaient pas de leur pays. Mais les Cubains, c'est pareil, en anglais, ils sont incroyables. Mais quand on parle de sport de combat, si tu dis pas la Thaïlande, c'est que t'as un problème. Ouais. Ça vient de Thaïlande. Est-ce que la boxe anglaise est en déclin? Parce que en France, oui. Depuis, on va dire, depuis Tyson. Enfin, non, je parle. Non, il y a encore des gros combats avec Canelo et il y a eu encore ce fameux. Non, je parle des poids lourds après. Oui. Tyson, il a boxé il y a pas longtemps un youtubeur. Ouais, bon, c'est pour ça que je te dis, est-ce que la boxe anglaise, c'est qu'on appelle le noble art, n'est pas en déclin quand même, parce que je pense que ces combats avec youtubeurs, etc., ça a terni énormément l'image. T'as des gens en fait qui depuis des années s'entraînent. C'est vrai. Tu connais ça, tu te lèves très tôt le matin avec on va dire une discipline très ardue et tout, pendant des années. Et t'en as qui viennent pour que on te laisse la chance de combattre telle ou telle personne. C'est vrai. T'as quelqu'un qui fait des vidéos YouTube, du jour au lendemain il combat Tyson. Ouais, ça c'est. Tu vois. Moi ça m'a choqué. Hein. Moi j'étais choqué. Mais tu sais, je reviens à ce que tu dis et t'as pas raison, t'as 1000 fois raison. C'est comme c'est marrant, je regardais une vidéo tout à l'heure avant qu'on se voit, et je voyais il parlait d'une chanteuse, comment ça s'appelle, qui fait les télé-réalités. Et elle a réussi grâce à la télé-réalité. Et quand tu vois qu'il y a des gens, comme tu dis, qui chantent depuis des années et qui n'ont jamais la chance, parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir la télé qui les a mis en avant, ben ça fait pareil que les youtubeurs dans la boxe. Ouais. C'est les mêmes. Ils sont là, ils ont réussi à faire 20 000 vues, 1 million de vues, 3 millions de vues. Et comme ils ont un gros public, on leur donne la chance. Ce qui n'est pas normal. Il y a un business derrière, mais on voit que le monde change. Oui, le monde change. Peut-être on va dire le dilemme, c'est est-ce qu'on continue de faire comme avant les méthodes classiques, ou est-ce qu'il faut s'adapter au monde nouveau? Ouais, il faut s'adapter, je pense, c'est ça. Moi, je pense que on peut pas combattre des choses qui sont pas combattables. Non, on peut pas.
Regarde, comment il s'appelle? Ngannou, Francis Ngannou. Ouais. Ok. Donc lui, qui a été champion du monde à l'UFC et qui débarque du jour au lendemain. Bien sûr. Et En qui, anglais. Ouais. voilà, qui. Oui, mais regarde, ça a duré combien de temps? Il a fait 2 combats gagnants. Ouais. Ou perdants, ou je sais pas. Ah, il a fait. Il a fait 2 combats. Deux Après, combats le perdants. 3e, il s'est fait mettre KO au premier round, le 2e round. Ouais, c'est ça. Ben, tu vois, tu sais, au bout d'un moment, ces gens-là, c'est pour ça que je te dis, faut laisser faire les choses. Faut laisser, parce que on va vite s'y retrouver. Un beau jour, il y aura pas toujours des Tyson qui lui, parce qu'il a pas frappé. Hein. Pour moi, Il a pas frappé. non, mais non, Tyson, tu le voyais même à l'entraînement, c'est hallucinant, la force qu'il a. Peut-être qu'il a besoin de nourrir sa famille. C'est des gens qui vivent. Alors, on va dire, il va gagner 50 millions d'euros ou 50 millions. Alors pour nous, c'est waouh. Mais n'oublie pas que ces gens-là, regarde un mec comme Johnny Depp. Tu sais combien qu'il dépense par mois? C'est, regarde sur Internet. Attends, ah oui, mais attends, tu énorme. parles de Johnny Depp parce que tu connais Johnny Depp. Ouais. T'as une photo. Ah oui, tu pourras C'est me. pas une photo. Ouais, c'est tu que... m'enverras la photo. Comme ça, je l'affiche. Oui, Non, mais parce que si je sors ça, Jaïd, oui. ils vont me dire que c'est un Non. mytho. Non, mais en fin de compte, oui, sur Johnny Depp, c'est marrant et c'est inattendu surtout. Ouais. C'est que moi, comme je te dis, j'adore le cinéma. Pas pour être comédien. Hein. Je serais nul en tant que comédien. Non, c'est pas que je serais nul, c'est que ça m'intéresse pas. Il y a des gens à qui c'est leur travail. C'est comme tu parles des youtubeurs. C'est pas des boxeurs, c'est des youtubeurs. Laissez ceux qui savent le faire. Et c'est vrai que Johnny Depp, j'ai rencontré, sans vouloir le rencontrer, dans un restaurant très connu à Paris, j'étais avec une copine, et je vais pour aux toilettes, et il y a un mec assis, je regarde sans regarder avec une petite fille, et je vais pour aller aux toilettes, je marche, et je parle à la petite, comme tu me connais, moi je parle aux gens, et je fais ça. Eh, ça va? Et le mec il me dit, oh, ne parle pas à ma fille. Je dis, ok, c'est sa fille. Il a tout à fait le droit. Et je pars. Pour moi, c'est rien. Après, je fais ma vie. Et je descends et au moment où je remonte des toilettes, je vois qu'il y a 2 mecs qui sont devant l'entrée. Fallait monter les escaliers devant l'entrée. Et là, je dis, pardon, ou ils comprennent pas, ou ils font genre, ils comprennent pas. Et là, je dis, oh, excuse me. Et après, j'ai comme un cerveau qui va très vite. J'ai dit, je pense que c'est par rapport au mec, parce que j'ai parlé à personne. Et là, j'étais mauvais avant, je pouvais me battre et le sport m'a beaucoup apporté. Et là, j'ai tapé sur les mecs, ils ont dégagé, je suis passé, ils m'ont regardé, je les ai regardés. Après, je suis parti. Tout se passe, je mange avec ma copine. Et le restaurant, il est grand. Hein. Il y a le mec, je reviens un peu plus tard, et je vais faire un tour dehors pour prendre l'air. Et au moment où je passe, il y a une grande table. Et là, t'as le mec qui est avec sa petite fille qui me regarde, et il fait, ouais, c'est lui. Et je dis, qu'est-ce qu'il veut, lui? Et t'as un autre mec à côté avec un t-shirt déchiré, un peu grunge. Il me fait, et toi, viens. Il fait, hey yo, come on. Alors je regarde, je dis, à moi je parle, c'est pas possible. C'est à moi, je sais pas. Et là, écoute, je regarde la gueule du mec, je dis, c'est Johnny Depp. Mais moi, je vois pas Johnny Depp, je dis, Donnie Brasco. Mais c'est Johnny Depp. Ouais. Et je dis, putain, moi j'adore le cinéma. Et moi, j'y vais souriant. Tout souriant, j'arrive, et une grande attablée, et lui, il est assis, et moi, je me mets derrière, et je me pose comme ça, je lui dis, ouais, à l'aise, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, premièrement, en anglais, first, get off your hand to my jacket. Je dis, quoi? Enlève ta main, mon blouson, tu vas le salir. Et là, je voulais lui mettre une patate, et après, j'ai dit, non. Il dit, peut-être une baffe. C'est très rapide, hein, ce que je te racontais. Des bouts de secondes. C'est très rapide comment ça va vite dans ma tête. Et comment l'action s'est passée. Et après, je dis, oh, je vais régler ça tout de suite. Je dis, oh, je pars, je dis à ma nana, allez, prends un taxi, je te rejoins. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je t'explique. Et là, je reviens. Le mec qui gère le restaurant, il vient me voir, Jaïd, excuse-moi, t'as eu un accrochage avec le comédien, tu sais qui c'est? Ouais, j'ai dit, j'en ai rien à foutre, le mec m'a manqué de respect. S'il te plaît, j'ai dit non, qui s'excuse, il n'y aura aucun problème, je viens tout le temps là, mais qui s'excuse. Et je retourne, je vais voir le mec, et là j'arrive, ils baissent tous la tête, et il y a juste le mec qui m'avait dit avec sa fille, tu sais qui c'était? Emir Kusturica, le réalisateur. Ouais, je connais, ouais. Tu vois, et c'était lui. Et là il me dit, oh excuse-moi, is a wrong, on s'est trompé, c'est une erreur. Excuse-moi, on passe à autre chose, genre. Ouais, laisse tomber, ouais, c'est ça. J'ai dit ok.
Je dis, regarde-moi, et le mec, il n'a pas voulu me regarder. Johnny Depp, je dis, mec, il a baissé la tête. Et ils lui ont dit que j'étais champion du monde. Et là, tout le monde était comme ça. Et là, ça m'a fait plaisir, parce que j'avais la rage. Il dit, même si j'ai la rage, je vais pas chercher des histoires, je suis pas un bagarreur. Je dis, tu vois, ces gens-là qui se croient tout permis, là, ils sont tombés sur quelqu'un qui leur met à leur place. Après, je suis parti. Et après, j'ai revu quelques mois plus tard, il était à Paris dans une boîte, je vais pas raconter l'histoire, et on se voit, et en fin de compte, c'était pas un mec mauvais. Et la photo, c'était la première fois ou la deuxième fois? Non, ça, c'est plus tard. Ah, c'est plus en fin tard. de compte, il me dit... C'est pas après l'embrouille. Non. Et d'ailleurs, je Pas peux du prendre... tout. Ah non. Non, en fin de compte, tu sais ce qui s'est passé, c'est que après, je le revois. Ouais. Parce qu'il vivait à Paris, il était avec Vanessa, au tout début qu'il était avec la chanteuse Vanessa Paradis, et quand je le recroise dans une soirée, C'est vrai qu'il vivait à Paris. Oui, à Ouais, Paris, il à un vivait à moment. Paris. C'est cette période. Et là, quand j'arrive dans une autre boîte de nuit, et on me dit, tout le monde me dit, hey, Jaïd, il y a Johnny Depp, s'il te plaît, calme le jeu. Alors tout le monde vient me voir, je dis, ouais, il s'excuse, il n'y a pas de problème. Et après, je calme le jeu. Après, il est venu et c'est pas un mec mauvais. Excuse-moi, et si, et ça, j'étais con. Après, quand j'ai vu qu'il était tellement cool, mais vraiment, c'est pour ça, ça n'a rien à voir avec les comédiens français. Hein. Ah, dès qu'ils ont la boule, ils ont la boule hein, en France. Hein. Et là, très gentil, il me dit, bah écoute, bah, justement, on en revient à ça, tu vois. Il me dit, écoute, j'adore la boxe, et c'est ça. Il dit, écoute, on va faire un truc. Je pars en Thaïlande dans quelques jours. T'as des gamins? Il me dit oui. Lily Rose et Jacques. J'ai dit, je vais te faire des shorts. Il me dit, et moi, tu m'en fais un? Je dis, ouais, je vais t'en faire un aussi. Et je pars en Thaïlande. Ouais. Et là, je pars en Thaïlande le temps que je pars en Thaïlande pour boxer et tout. Et quand je reviens, je revois, il est en tournage. Il me fait venir sur tournage avec Polanski, la 9e porte. Il m'avait filé le clapet que j'ai encore chez moi. La 9e porte, ouais. Ouais, et j'ai encore le clapet. Ça, c'est pour les gens qui ont tourné. Et je l'ai encore chez moi. Bon, passons. Et je revenais de Thaïlande et je lui ai ramené les shorts. Et le mec, en fin de compte, super mec, d'une gentillesse, il parlait bien français. Et en fin de compte, j'aurais été con au premier contact. Déjà, je me serais mis dans la merde. C'est Johnny Depp. Il n'a pas les avocats que j'ai. Non, tu n'as pas les avocats qu'il a. Ouais, je pense à autre chose. Non. C'est pour ça que je dis ça. N'inversez pas, Jaïd. Et c'est vrai. Et là, j'ai pas les... C'est bien tenté, c'est bien essayé, Jaïd. Mais on fait pas ça sur ma chaîne YouTube. Non. Je vais le faire. Bon, je pense à autre chose par rapport à une autre histoire que j'avais eue avec un autre mec connu. Mais si je la raconte, les gens vont dire, mais c'est un bagarre. Je raconte. Ça veut dire Guillaume Canet. Guillaume Canet. Les gens qui ont 50 balais ou plus. Guillaume Canet a 50 balais? Non. Ah bah oui, il a 50 ans. Ouais. C'est une star, oui, bien sûr, c'est une star. C'est une star. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive avec Guillaume Canet? Ouais, en fin de compte, c'était mon pote parce que je fréquentais Sami Nasseri pendant très longtemps et ils avaient le même agent. Et on était potes, il adore la boxe. Je venais le voir faire ses trucs de chevaux. Vraiment, c'était mon poteau. Et un jour, il fait un film et il m'invite à l'avant-première. Jusque-là, super. Gilles Lelouch était son pote et il n'était pas encore connu, Gilles Lelouch. Tu vois qui c'est, Gilles Lelouch? Oui. Et il n'était pas connu, c'était vraiment son poteau. Et il m'invite à l'avant-première, tout se passe bien. Après, il y a une soirée dans une boîte de nuit dans le 8e. Et à un moment, je suis avec mon pote, on s'assoit avant de descendre pour aller manger un petit bout dans la boîte. Et t'as Guillaume qui passe, Guillaume Canet passe, juste en haut, et nous on est assis avec mon pote, le frère de Morad justement, Nidou il s'appelle. Et je suis avec Nidou et il passe avec un mec et je fais, oh Guillaume, mais normal, c'est mon pote. Et je lui dis, le film, je vais pour lui parler, et il m'ignore. Ah, je dis quoi? Et je dis à mon pote, mais t'as vu, il m'ignore. Et je vais pour me lever, il me dit, mon pote me rattrape, mais non, Jaïd, mais non, pas en boîte de nuit, non, mais ça va pas. Je dis, ok, on attend. Et un peu plus tard, je revois repasser, il redescend. Parce que c'est en 2 étages, la boîte de nuit, ça s'appelait l'Étoile. Et il est assis de dos. Et je fais, tac, je tape dans la poche, il dit, je lui attrape par le dos, je tape, je dis, écoute, la prochaine fois que tu m'ignores, je vais pas le dire, j'ai dit, mais... Tu n'as pas les avocats que j'ai, tu l'as pas dit ça. J'aurais pu lui dire après, parce qu'après j'ai eu des gros avocats. Et là, je lui dis, mais c'est honteux ce que tu fais. Tu m'invites à ton avant-première. Gilles Lelouch était là et il était pas connu. Et je lui dis, tu m'ignores, la prochaine fois, je t'arrache la tête. Après, Gilles vient me voir, il me dit, non, j'ai dit, ça sert à rien, vous êtes potes, et je pars. Et après, je le revois quelques années plus tard, il y a un gros championnat de boxe, tu parles de boxe anglaise, où lui était invité, et Canal invitait tout le monde, tous les gens du showbiz. Et là, je le vois, il dit, hop, chut, viens me voir.
Et là, il vient, non, non, Jaïd, on s'est pas revu depuis, mais c'est passé depuis. J'étais idiot, j'ai déconné, mais bon. Et en fin de compte, après, je suis passé à autre chose. Mais je pense jusqu'à aujourd'hui, c'est pas le mec le plus cool que j'ai rencontré, en tout cas dans le cinéma, quoi. Mais bon, on n'est pas obligé de. Après, t'as juste pas salué, ouais. tu vois, ça arrive oui, fréquemment. C'est pas une histoire de pas saluer. C'est que le mec t'invite à une avant-première. Après, on s'est revus. C'était lui qui t'avait invité personnellement ou c'était? Oui. Mais j'étais en contact avec lui. Même par la suite, il m'invitait des fois à des avant-premières privées. Et il n'était pas là. Et il appelait, il dit, bon, mon ami Jaïd arrive. Une fois, il m'a invité, je me rappelle, dans un truc privé à Saint-Germain-des-Prés. Et la nana, elle me dit, non, vous n'êtes pas sur la liste. J'ai dit, vous n'avez même pas regardé. Et après, je fais court. Hein. Et après, j'appelle Guillaume. Je dis, Guillaume, j'arrive à l'avant-première. C'est un truc très court. Il y a peut-être une dizaine de places. Et les journalistes, ils voulaient que je voie le film avant tout le monde. Avant qu'ils fassent leur avant-première. Et là, il me dit, passe-moi la nana. Et je me rappellerai tout le temps. Je lui dis, attends. J'ai dit à la nana, à la porte, c'est Guillaume Canet. Elle dit oui, c'est ça. Oui, allô, oui, arrogance, la nana. Comme dans tous les milieux de Paris, hein, ils sont tous arrogants dès que ça touche le showbiz. Elle dit oui, oui, et moi je suis le pape. Et elle raccroche. Et moi j'ai pas entendu ce qu'il s'est dit. Ouais. Et là il est venu, il savait où c'était, il habitait à Saint-Germain, il a pris sa voiture. Il a insulté, il a parlé. Dans le showbiz, des fois, ils font pas de cadeaux, quoi. Mais ils font. C'est vrai que quand tu es dans ce milieu-là, moi je critique pas parce que j'ai eu beaucoup de gens dans le cinéma avec qui je suis très très proche, tu vois, comme Vincent Lindon, Tchéky Cario. J'ai plein de potes avec qui je m'entends très bien. Et pour moi, c'est pas le showbiz. Kasovic aussi, qui s'intéresse beaucoup à la boxe, non? Oui, à la boxe et au hip-hop. Et on s'est connus grâce au hip-hop. Avec Mathieu, on s'est connus dans les halles, avec Vincent Cassel aussi. Et Mathias, son frère, qui est dans le groupe Assassin. Tu t'en rappelles? Je répète ce que tu as dit. Ouais. Et bon, en fin de compte, c'est vrai que tous ces mecs-là, surtout Mathieu a même boxé en anglaise, hein, un petit combat amateur. Mais c'est vrai que c'est un passionné de boxe. Et c'est des gens, en fin de compte, aujourd'hui ils sont tous connus, mais nous à l'époque ils n'étaient pas connus. Tu croisais Solar dans le métro, tu croisais plus tard Doc Génico qui n'était pas encore la vedette qu'il a été, parce que c'était un immense musicien, artiste. Et tous ces gens-là, on se croisait tous dans les halles. Jaïd, ça m'a fait vraiment plaisir. Je sais que t'as pas l'habitude de faire des interviews, mais c'était un super moment tout le temps. Ah ben moi aussi, franchement. Ouais, c'était un super moment. Merci beaucoup. Hein. Non, c'est cool. Ouais, en plus, t'as pas l'habitude de faire des interviews. Bon, on parlait de Patpong. Ouais, ben nous, on a débarqué à Patpong. C'est le premier endroit où on a été. La chance, c'est que quand on a débarqué en Asie, en tout cas en Thaïlande, la toute première fois, heureusement qu'on est venu avec des gens qui connaissaient. Je suis arrivé avec Guillaume Kerner, Mourad qui avait déjà été, et eux ils savaient les endroits où aller le soir, et on connaissait pas du tout Patpong. Et quand on a débarqué à Patpong, on a débarqué le premier. C'est quoi, pour ceux qui ne connaissent pas, Patpong c'est un quartier sulfureux un petit peu. Hein. Avant, je pense, là c'est plus comme avant. Même il y avait des restaurants partout. Et je te dis encore quelques années en arrière, tu avais des restaurants encore. Il y a 20 ans, tu avais des restaurants partout. Moi, les gens qui vont encore à Patpong, ils me disent, quand ils reviennent à Paris, ils me disent, oh, laisse tomber. Ah non, c'est plus ce que c'était. Mais moi, je me rappelle que dans les années 80, sans parler, genre, c'était mieux avant. Je me rappelle quand on allait chez Gilles, au Frankies, il y avait très peu de gens qui débarquaient, à part ceux qu'il connaissait. Nous, on est les premiers. Même Gilles, il peut se retrouver. Hein. Il a du mal à offrir des verres. J'ai déjà fait un reportage avec Gilles du French Kiss. Ah, c'est vrai. Établissement. Génial. On dit que c'est une institution, il y a aussi le Bouchon à côté. Ah, le Bouchon, ouais. Le Bouchon avec, ils étaient ensemble avant. Serge. Ils étaient ensemble en fait. Ils étaient ensemble. Et un beau jour, c'est incroyable, Serge, il a décidé, juste à côté, d'ouvrir faut le faire, hein, son propre restaurant. Et ils étaient quand même, au tout départ, ils ont débarqué, je crois, en Thaïlande ensemble. Et il a fait son restaurant, et un restaurant français, mais haut de gamme, encore mieux que, pas mieux, mais différent de celui-là de Gilles. Et c'était les gens qui venaient, Chirac. Ah oui, il y a des grosses personnes. Chirac, ouais, ah oui, il y a eu des grosses personnes qui débarquaient dans ce restaurant. Et après, par la suite, on m'a dit qu'il l'a ouvert ailleurs à Bangkok. Ouais, c'est ça. Assez long. Ah, d'accord. Et c'est quand même des gens de la haute qui vont chez lui. Hein. D'ailleurs, si vous voulez voir ces vidéos, je vais vous mettre dans le lien. Je vais vous mettre le lien dans la description. C'est incroyable. Hein. Franchement, faut le faire. Hein. Et quand tu débarques, ils sont de Lyon, eux. Hein.
Ouais, Ils c'est sont ça. pas de chez toi. Ah, tu sais, Lyon, c'est la banlieue de Saint-Étienne. Ah, d'accord. Ok. Non, mais je trouve que c'est courageux pour des personnes qui viennent de France, qui connaissent pas la Thaïlande. Parce qu'au départ, eux, c'est les premiers qui sont débarqués en Thaïlande. En tout cas, Gilles, c'est un des premiers qui est venu en Thaïlande. Et débarquer en Thaïlande, franchement, ah, tu voulais me mettre les fleurs, toi. Je t'ai mis les fleurs. Mais non, j'en veux pas, moi. Mais si, ça J'en fait. veux- Mais non, ça fait rien du tout. Enlève-moi ça. Moi, je suis en train de les pousser, toi, tu les ramènes. Ouais, non, mais c'est que tu me déranges. Mais Ça me dérange. ça, j'en veux pas, moi, de tes Oui, fleurs. mais elles me dérangent, là. Les fleurs, Ah tu bah, les- enlève-les, mais... elles étaient là. Elles étaient où à la base? Sois sincère, Jaïd. Elles étaient là. Non, elles Non. étaient là à la base. Et moi, je les ai poussées. Mais parce qu'elles me gênaient, moi aussi. Elles étaient là. Ah, t'as vu le côté du combattant, s'apaiser avec les fleurs, c'est ça? Oh, je suis apaisé, tu rigoles. Ouais, et quand tu passes par des moments très durs dans ta vie, tu te dis, il n'y a plus de combattants. Parfois, tu te dis, t'es seul au monde. Ah, tu t'es déjà. Ah oui, senti oui, seul. oui. Mais j'ai la chance d'avoir une famille comme toi, je suppose, qui ont vraiment le lien du sang. Et ça, c'est ça qui te... Parce que tout combattant qu'on est, moi j'ai fait des combats violents, hein, des combats avec des plus grands, sans me la jouer, je pense que je suis un des boxeurs européens, mais même Ernesto Hoost, tu lui demanderas, c'est un grand champion hollandais, tu lui demanderas qu'est-ce qu'il pense de moi, ou même Jérôme Le Banner, ou d'autres comme ça. Moi j'ai combatté les Thaïs de haut niveau. Et c'est vrai qu'il y a une période, les Thaïs, en tout cas je parle de France, quand ils venaient en France boxer, ben, je suis désolé, ils boxaient des pommes de terre. Et c'est pas méchant. Hein. Moi, c'est des pommes de terre. C'est vrai. Non, mais c'était pas des gens de côté. Ouais. Parce que en Thaïlande, faut comprendre, vous savez pas parce que t'es pas dans le milieu, ou les gens qui regardent, ils sont pas dans le milieu. Faut comprendre qu'en Thaïlande, les poids top 10 et les plus durs, et les stars, c'était malheureusement, j'ai dit malheureusement, mais c'était bien, moi j'avais toujours des combats. C'était ma catégorie. Ça allait de 50 kilos à, allez, on va dire jusqu'à 58, ça commençait, et comment 60, 63, ça commençait à être des poids lourds. Hein. Moi je me rappelle avec un grand champion qui s'appelle Robert, grand champion thaïlandais, et on parlait une fois, il me disait, Jaïd, nous, en parlant de lui, dans ces catégories, c'était pas des stars. Ils étaient bien et tout, mais c'est nos catégories. Mais je peux te donner 5 grands champions en Thaïlande de ma catégorie. Kaluat, Ipi, Rambo, Langswan, les frères Doc Maipad, tout que t'attends. T'as dit les frères comment? Les frères c'est 3 frères. Ah, je Il pensais y a que Doc Maipa, tout que t'attends et Dead Duong. C'est 3 frères dans les je pensais que t'allais me dire les frères Bordanov. Là, c'est encore autre chose. Ah, t'aurais perdu, hein. Ah bah non, c'est clair. Mais quand même, c'est des mecs intelligents, les frères Bogdanov. Hein. Ouais, C'est des mecs très intelligents. Ouais, Mais ouais. Ouais, ils sont sympathiques en tout cas. oui, moi j'ai rencontré beaucoup de monde, tu sais, dans ma vie, que ce soit en France ou aux États-Unis, comme Vincent Lindon. Moi, c'est très incroyable quand j'ai rencontré Vincent. J'ai entraîné une nana, la femme d'un producteur de cinéma, un gros producteur, je dirais pas le nom. J'ai entraîné sa nana et dans un gros hôtel, je crois que c'était Plaza Athénée, ou un gros hôtel, un palace. Ouais. Et on se retrouvait à une certaine heure, et je venais lui donner cours. Et un jour, je viens un petit peu plus tôt que prévu. Et au moment où j'arrive, je vois un mec taper au sac. Bam, 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 bam. Je regarde et je voulais lui dire, va falloir que tu lâches le sac, parce que moi j'ai un cours à donner. Et je vois, c'est Vincent Lindon. Ah, on parle et tout, je dis merde, c'est Vincent quoi, c'est un grand acteur quoi. Le mec, il a fait que des bons films quoi. Il a jamais fait des comédies pourries quoi. Et on parle, on sympathise, et on a échangé les numéros. Et depuis, on a gardé contact jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça fait au moins 30 ans, plus de 30 ans que je le connais. Et à chaque coup qu'on s'appelle, ou je l'appelle, il décroche tout le temps, pas arrogant du tout. Et mon poteau, mon bon poteau, c'est vraiment Tchéky Cario. Lui, c'est vraiment mon gars. C'est un amour, un mec qui est magnifique et il a fait des super films. Nikita, on s'appelle Doberman, Crying Freeman, il a joué avec Bruce Willis dans Bad Boy, Mission Impossible, non, James Bond. Non, il a fait des sacrés films. Et moi, comme j'aime le cinéma, au départ, c'est vrai, certaines personnes, j'y rencontre en tant
comédien. Toi, je regarde pas qui est le mec, c'est ah il a joué dans tel film, comme j'aime le cinéma. Parce que depuis qu'on est marmot avec mon frère Lino, on regardait des tonnes de films, et c'est vrai qu'avec le temps, quand tu commences à rentrer dans l'intimité, ben c'est pas que le comédien. Là, ben je parle plus de cinéma avec lui, et j'adore parler de cinéma. On parle de la vie, beaucoup de musique, et ça je trouve ça génial, je trouve ça vraiment top. Jaïd, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Merci, c'était super cool. Depuis le temps qu'on devait le faire, c'est un bonheur de te voir en vrai et de partager dans ta chaîne toutes ces anecdotes. Et j'en aurai d'autres, j'espère, pour un prochain épisode. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Et encore une fois, si vous voulez le guide sur l'expatriation en Thaïlande, le lien est dans la description. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.